Ah ouais, parce que le manager, il fait plus manager à distance. Parce que le manager, quand les mecs sont pas autour du bureau, là, il a l'impression qu'ils bossent pas. Alors, je voudrais préciser que quand les gens sont autour du bureau, ils font pas que bosser non plus, d'ailleurs. C'est pas parce que tu es au bureau que tu es en train de travailler, hein. Excuse-moi. Il se dit, mais je peux pas le contrôler parce qu'il contrôle le présentiel, il contrôle le temps. On n'a pas encore compris qu'il fallait contrôler le résultat. Mais on s'est aperçu que la performance du télétravail est 30% supérieure au travail en présentiel. Les équipes de nuit dans les usines sont bien plus performantes que les équipes de jour. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'emmerdeur. Les chefs dorment. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Gilbert Lippmann, bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Je suis content de te recevoir parce que tu vas nous parler, tu es consultant de métier et du coup tu as assisté beaucoup d'entreprises, accompagné beaucoup d'entreprises et surtout les entreprises, moi et la Gilbert Touch sur laquelle je veux qu'on discute, c'est le sujet des entreprises libérées. Très bien. Parce que tu as accompagné pendant 10 ans l'entreprise Favi, donc tu nous diras ce que c'est Favi. Et puis pour que tout le monde soit au courant, on bosse ensemble aussi. Un peu. Sachant que je suis actionnaire d'une société qui s'appelle Energy Pool. Et toi, tu es consultant dans cette société Energy Pool. Et on travaille sur la façon de transmettre une culture d'entreprise responsabilisante et éventuellement libératrice pour pas que les employés, pour les employés, les actionnaires, tous les stakeholders, les parties prenantes. Ouais. Donc voilà, on a de quoi causer parce que là on est au cœur de l'entrepreneuriat. Moi personnellement j'y crois beaucoup. Donc alors explique-nous, consultant, mais comment, pourquoi ? Comment je suis devenu consultant ? Ouais. Là c'est un parcours. C'est un parcours qui remonte à peu près 35 ans, donc, puisque j'ai fait ce métier pendant 35 ans. Au départ, je savais pas bien ce que c'était, il faut quand même être assez clair. Mais il se trouve que je suis rentré dans une entreprise qui faisait de la consultance, comme disent certains amis, dans les usines. Et alors, les usines, c'était un truc qui m'avait toujours passionné. Enfin, je les connaissais pas avant, bien évidemment. Mais j'avais toujours rêvé d'avoir un train électrique à la maison. Et puis, à la maison, il n'y avait pas de train électrique. À l'époque, le train électrique, c'était un truc. Et quand je suis rentré dans la première usine que j'ai vue, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon train électrique. Il y avait je me rappelle, c'était un fabricant de meubles, il y avait des tôles qui bougeaient, qui allaient d'un atelier à l'autre, c'est un truc, un monde merveilleux. Et donc, j'ai commencé à faire du conseil dans les entreprises industrielles. Et vous y conseillez quoi ? C'était ce qu'on pourrait appeler la gestion de production, qui est devenue après la gestion industrielle. Donc en fait, comment améliorer la performance des usines, comment améliorer le confort des gens, comment améliorer la qualité, comment améliorer la sécurité, voilà. Et en quoi t'es compétent par rapport aux gens qui sont déjà dans l'usine ? Parce que c'est un peu le problème des consultants. Ouais, le consultant, c'est celui qui sait jamais rien, mais... Alors, dans le monde industriel, il y a vraiment quand même beaucoup de techniques et de méthodes qui viennent d'ailleurs du Japon, toutes ces méthodes qui ensuite ont été regroupées dans l'acception Lean, dont on a tous pas mal entendu parler. Eh bien, au départ, j'existais alors que le Lean n'existait pas encore, puisque le Lean a été inventé par le MIT bien plus tard. Mais au départ, quand j'ai commencé le métier, on n'avait pas de nom pour ça et on parlait de performance et on utilisait les outils qui venaient du Japon, d'un certain Shigeo Shingo, d'un certain Ono, qui avait inventé des pratiques somme toute assez basiques, basées sur l'observation des choses, en disant mais comment ça se fait qu'on fait comme ça ? C'est-à-dire en fait, le bon consultant, c'est celui aussi qui sait se poser les bonnes questions. Il n'a pas forcément les réponses, même s'il y a des méthodes japonaises qui permettent d'apporter des réponses de façon évidente. Alors, je vais en passer certaines pour te dire qu'elles existent. On parlait du 5S. Le 5S, c'est comment ranger une usine, comment ranger un bureau, comment faire en sorte de retrouver dans la seconde des choses qu'on pourrait perdre et qui nous feraient perdre du temps et donc qui ralentiraient la productivité, qui amoindrirait la productivité. Donc, le 5S, le SMED. Le SMED, qui était une méthode absolument géniale, qui s'intéressait aux arrêts entre deux séries. Par exemple, imagine, et j'ai travaillé en verrerie, donc je peux en parler,
une machine qui fabrique ce verre et qui doit ensuite fabriquer la machine. Pardon, pas la machine, mais la bouteille. Donc c'est la même machine, mais on sent bien que c'est pas le même moule, que ça va pas se faire de la même façon. Et alors, absolument curieusement, parce que moi je suis pas ingénieur, je viens pas du monde de l'ingénieur, eh bien les ingénieurs avaient tout fait pour que la fabrication de ce verre soit performante. C'est-à-dire on a des cadences qui sont importantes et on fabrique des grandes séries. Mais quand il s'agit de passer du verre à la bouteille, alors là, on peut perdre 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures. Faut tout régler. Faut tout régler, faut aller chercher le moule est pas prêt, enfin, toute cette organisation qui est en fait due, alors à l'époque, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ces arrêts un peu intempestifs, c'est-à-dire les arrêts entre la fabrication, c'est que depuis Taylor, on s'intéresse aux grandes séries. Et puis, à partir des années 60 ou 70, les séries ont raccourci, ce qui fait que les temps pour lesquels on n'avait pas fait de méthode, dans le fond, et sur lesquels personne ne s'intéressait finalement, ils sont devenus de plus en plus fréquents. C'est-à-dire que quand on change une machine et que ça dure 8 heures, et que on est parti pour la semaine ou pour le mois, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit d'amortir 8 heures d'arrêt sur 2 heures de fabrication, ça commence à devenir un peu difficile. C'est embêtant. Bon. Ce qui était l'exception devient la norme. Voilà. Et donc, ces méthodes japonaises qui sont assez simples dans le fond, n'étaient pas pratiquées en Europe, en France, en Occident, on va dire. Et donc, en fait, à cette époque-là, j'ai participé à amener toutes ces méthodologies en France. Et donc, je ne sais plus où était la question, mais j'ai parlé du 5S, j'ai parlé du SMED, je pourrais parler de la TPM, je pourrais parler de plein d'autres choses, plein d'autres méthodes, et puis d'organisation logistique des flux, qui permettent d'améliorer la performance, avec une particularité, c'est que souvent les méthodes dans l'entreprise sont réservées au service des méthodes, alors que les méthodes japonaises sont faites pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire que c'est avec les gens qui travaillent qu'on a fait des miracles. C'est-à-dire des miracles, je vais prendre le SMED parce que c'est un truc assez simple à comprendre, passer par exemple d'une semaine d'arrêt de chaîne pour passer d'une fabrication à une autre, eh bien le réduire à un poste, alors en 3-8, un poste ça veut dire 8 heures, passer de 7 fois 24 heures à 8 heures. Donc c'est énorme comme progrès. Ou, je vais prendre un autre exemple, passer de 16 secondes à 4 secondes. Donc voilà, donc des méthodes, tu as parlé de Favy, que j'ai également appliquées chez Favy. Alors, donc je suis rentré dans ce métier du conseil par le lean, par le travail avec les ouvriers, dans les usines que je me suis mis à adorer. Donc je suis allé dans toutes les usines possibles, que ce soit la pharmacie, l'agroalimentaire, la mécanique, dans l'aéronautique, dans l'automobile. Enfin, j'ai fait vraiment énormément de choses. Et puis, dans les années 80, un des associés du cabinet dans lequel j'étais, qui s'appelait Pro-Conseil, dans lequel je suis resté 32 ans et dans lequel j'ai fini président, a écrit un livre qui s'appelait « L'usine s'affiche » et qui parlait du management visuel. Manager les gens par le visuel. C'est vrai qu'avec les yeux, on capte plein d'informations. Il suffit de se promener n'importe où, dans un parking, dans un supermarché, dans une maison pour voir. C'est-à-dire ça, c'est assez japonais. C'est-à-dire que ce que l'on voit reflète ce que les gens ont dans l'esprit. C'est-à-dire reflète l'âme des ouvriers ou des gens qui travaillent là. Et donc la vision est quelque chose d'important pour faire une analyse de ce qui se passe. Et à cette époque, donc cet associé de Pro-Conseil a écrit un livre sur le management par le visuel. L'usine s'affiche. Donc, qu'est-ce qu'on peut rendre visuel dans les lieux pour que l'organisation soit plus simple? Qu'est-ce qu'on peut rendre visuel au niveau des processus, par exemple les indicateurs de performance, pour que tout le monde puisse s'approprier cette performance et ensuite devenir, et c'est là que la suite est intéressante, plus responsable, puisque l'information venant à moi, connaissant le contexte, je suis capable, peut-être, de décider. Le peut-être voulant dire, si l'on m'en laisse la responsabilité. Voilà. Ce qui n'était absolument pas le cas de Taylor. Donc en fait, cette histoire de comment j'en suis arrivé à l'entreprise libérée, on en parlera plus largement, mais vient finalement de ce processus de vie, on va l'appeler comme ça, consultant dans les usines,
apparition du management visuel et apparition du fait que le management est quand même la chose la plus importante dans une entreprise, et travailler sur le sujet d'une équipe pour essayer de la rendre de plus en plus responsable. Alors responsable de quoi? C'est toute la question. Et arrive finalement quelque chose qu'Isaac Getz a mis sur les fonds baptismaux, qu'il a appelé l'entreprise libérée. Et donc je suis devenu consultant en entreprise libérée, si on peut appeler ça, sachant que j'aime pas trop le vocabulaire. Alors pourquoi pas trop le vocabulaire? Alors pourquoi? Parce que l'entreprise, on n'a pas besoin de la libérer. L'entreprise, elle est mal dirigée, elle est mal managée. Les gens, alors d'ailleurs libérer, que veut dire libérer? C'est quand même un truc qui est pas du tout évident. Est-ce que les gens seraient enchaînés dans les entreprises? Peut-être un peu, mais alors par quoi? Par le management. Mais alors, faut-il seulement les libérer? Et les libérer pourquoi? Les libérer pour la responsabilisation. Les libérer par la responsabilisation plutôt. Donc moi, je préfère d'ailleurs l'acception d'organisation responsabilisante plutôt qu'une entreprise libérée. C'est-à-dire mettre en place dans les entreprises une organisation qui responsabilise les gens. C'est-à-dire, en fait, si on cherche ce que cela veut dire exactement, c'est-à-dire créer une organisation qui rend adultes ceux qu'on a infantilisés dans les usines. Donc, c'est de passer d'une relation parent-enfant ou adulte-enfant à une relation adulte-adulte entre les gens et entre le management et les personnes des équipes. Alors justement, ça c'est tout le concept en fait de l'entreprise, alors je sais pas, responsabilisée. Oui, on appelle comme on veut, oui. Parce qu'il y a cette notion en fait de dire que il n'y a pas de décision parfaite, mais la meilleure décision, c'est celle qui est prise sur le terrain par celui qui fait et qui a la plus large connaissance des objectifs. C'est ça le... Alors, je dirais pas exactement ça. On fait redescendre en fait la responsabilité. Je vais le dire autrement d'ailleurs, je ferai un mouvement inverse. On fait remonter ce qu'on ne sait pas faire. C'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, sur le terrain, les gens... Enfin, c'est quand même assez incroyable. Je parle des opérateurs, mais ensuite j'ai travaillé dans l'assurance, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé partout sur et on rencontre la même chose. Tu rentres dans l'entreprise et t'as plus rien le droit de faire. Alors que quand tu es chez toi, tu répares ton chauffe-eau, tu installes ton salon, tu bouges les meubles, tu mets le pot de fleurs où il faut, et s'il faut jeter l'eau des fleurs, tu vas jeter l'eau des fleurs. C'est marrant que dans les entreprises, on jette pas l'eau des fleurs, quoi. C'est-à-dire, en fait, le vrai débat, le vrai débat qui est derrière ça, parce que, enfin, je sais pas si c'est le vrai débat, mais pour que ça fonctionne, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu fais ça chez toi? Pourquoi tu éteins la lumière chez toi? Et pourquoi tu l'éteins pas dans les bureaux? Pourquoi? Parce que tu es chez toi. Et si tu n'es pas chez toi, tu fais pas ça. Et puis tu as même l'impression que si tu le fais pas, tu es mieux payé. Pour les esprits chagrins. C'est-à-dire, en fait, tu fais consommer des choses, et donc, dans le fond, tu en profites, et donc, tu es le roi du monde parce que tu as le droit de pas éteindre l'électricité. Je caricature. Mais tout le sujet... Tout est processé aussi dans les entreprises. On te dit, tu fais comme ça et tu dévies pas de la piste parce qu'un homme doit être substituable à un autre et on occupe un poste. On te disait, j'espère qu'on te disait, on te dit encore beaucoup trop. Mais en fait, le vrai sujet, c'est finalement s'apercevoir que l'entreprise est à tous les salariés et que chaque salarié, et enfin le capital devrait s'en rendre compte assez vite, qu'il vaut mieux payer un homme entier qu'une moitié d'homme. Donc, dans le fond, l'entreprise libérée, c'est peut-être l'entreprise du meilleur profit. Mais il faut expliquer pourquoi c'est venu, parce que finalement, Taylor, c'était très bien. La taylorisation des tâches, ça a permis aux agriculteurs de rentrer dans les usines. C'était un peu Charlot, les temps modernes, on connaît bien ça, mais en parcellisant les tâches, c'était en disant, on voit l'image de Charlot qui fait ça, ou il fait plutôt comme ça d'ailleurs, sur une chaîne de production, c'était très simple de faire rentrer dans les usines les gens qui n'avaient pas de culture industrielle. Donc en fait, on a découpé les tâches pour que le travail soit très simple à réaliser. Et puis une fois qu'on avait appris un geste, on répétait le geste. C'est Taylor qui disait, si les ouvriers n'arrivent pas à faire ce que j'attends d'eux, c'est que j'ai mal défini la tâche, c'est pas eux qui sont mauvais. Ah, ça, il avait raison. Mais ça, on peut toujours continuer à le dire d'ailleurs. Mais pour montrer que c'était pas un salopard, en fait, il voulait réduire l'humain. Oui, mais Taylor a souvent été réduit au fait qu'il y a ceux qui pensent et il y a ceux qui vissent. Alors que aujourd'hui, d'ailleurs, Taylor ne disait pas ça.
Taylor disait ce que tu as dit, mais Taylor disait aussi que l'ouvrier a le droit de dire quand ça va pas, parce qu'on est là pour l'améliorer. Aujourd'hui, on oublie le contexte et on ramène avec nos problématiques actuelles des choses qu'on observe dans le passé, donc on réécrit l'histoire a posteriori. C'est pour ça qu'on dit un tas de conneries, quoi. Parce que le début du 20e, c'est pas 2020, c'est radicalement différent. Ah oui, absolument. Et donc, moi je démarre dans les années 60. Enfin, non, je suis né en 56, donc je démarre dans les années 80. Mais globalement, dans les années 60, qu'est-ce qui se passe? On est dans les 30 glorieuses, la diversité arrive, les vêtements qui étaient ternes deviennent colorés. Il suffit de traverser la rue pour avoir du boulot. Voilà. Alors, ça c'est plutôt en 2021 ou en 2020, ou peut-être en 2019 d'ailleurs. Mais mon père me disait ça à l'époque, il me disait je traversais la rue, j'allais voir le gars d'en face, il me donnait du boulot. Voilà. C'est une autre époque. Voilà. Donc, ce qui s'est passé et qui a commencé dans les années 60-80, c'est la diversité. Donc, je parlais des raccourcissements de taille de série. La diversité génère finalement plus de séries à fabriquer dans une usine. Donc, au lieu d'avoir un verre, on en a 10, on en a 100, on en a 200. Et donc, on imagine bien que c'est plus compliqué la gestion industrielle. Avant, la gestion de production, c'était simple, on faisait toujours la même chose. Et puis voilà. Bon. Maintenant, la diversité fait que parce qu'on a compris qu'il y avait des consommateurs qui avaient envie de choisir, eh bien la diversité a fait rentrer la complexité dans les usines, parce que tu comprends bien que fabriquer une voiture rouge, puis une voiture verte, puis une voiture bleue à pois vert, puis une voiture rose, on en est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que à ce stade, à l'époque, on était plutôt sur des catalogues, et aujourd'hui le trait a continué pour voir que finalement, tu as peu de chances de rencontrer quelqu'un qui est habillé comme toi, qui a la même voiture que toi, de la même couleur que toi, avec les mêmes sièges, etc. Donc les variantes sont énormément complexes, et donc la complexité dans l'organisation logistique, puisque finalement, appelons-le comme ça, est finalement très complexe. Et ça a eu un impact absolu dans les sites. Disons que la complexité, la mondialisation, a eu un impact absolu qui est que le chef, il pouvait pas décider de tout. Mais il continuait à décider de tout, parce qu'il y avait des décisions à prendre tout le temps. Parce que les choses ne marchaient pas aussi bien que quand c'est organisé pour une fabrication d'un mois. Donc on s'est rendu compte, certaines personnes se sont rendu compte que du coup, le chef devenait goulot d'étranglement pour la performance générale. Et donc tant mieux pour l'humain, on s'est rendu compte qu'il y avait un mec là qui vissait, qui était quand même un peu intelligent. Et en plus, dans les années 2000, il a Internet, il a un smartphone, et c'est plus du tout l'agriculteur du début du XXe siècle. Et ils ont tous Bac+2. Et ils ont tous Bac+2. Et c'est d'ailleurs assez curieux, on y reviendra, j'ai fait une chronique sur le sujet, mais on pourrait y revenir. C'est assez curieux de voir qu'aujourd'hui, l'individu, dans sa vie civile, il a tout à portée de main, si j'ose dire. Là, j'ai pas de portable, mais vous comprenez bien qu'on pourrait y coller un portable, ma main est faite pour ça. Et à partir de là, je peux prendre un billet à la SNCF, je peux réserver un studio d'enregistrement, je peux faire tout ce que je veux, et quand je suis dans l'usine, fini. On m'enlève le truc et j'ai plus le droit de m'en servir. Bon. Donc on est encore très loin de la responsabilité totale. Pourquoi est-ce qu'on l'enlève ? C'est parce qu'on n'a pas confiance dans les gens. Mais ce qui est assez curieux, c'est que les cadres, ils ont gardé leur portable. Ce qui était curieux, c'est que dans les bureaux, ils ont gardé leur portable. Oui, mais dans les usines, ça pourrait faire perdre de la performance. Donc là, il y a à réfléchir. Perte d'attention. Oui, non, mais t'imagines. Alors, c'est pas des questions de sécurité, parce qu'aujourd'hui, les usines sont très sécurisées, mais ralentir la cadence. Enfin, un ouvrier n'est pas là pour décider. Donc, en fait, dans une usine, quand on voit, ou dans une institution quelconque, je connais une association aujourd'hui où les personnes n'ont pas le droit d'utiliser leur portable, eh bien, ça veut dire que le manager de cette association n'a pas compris ce qu'est un homme entier et ne paye qu'une moitié d'homme. Donc, la complexité du monde extérieur s'introduit dans nos organisations industrielles ou pas et oblige, puisque les décisions sont permanentes de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les secondes, à faire prendre en charge ces décisions par les seuls qui sont là, c'est-à-dire les opérateurs. Quand on a compris ça, alors on peut changer le monde. Beaucoup ne l'ont pas encore totalement compris. Et puis, il faut bien se remettre toujours en contexte, c'est-à-dire que Ford, à l'époque, avec Taylor, leur problème, c'est qu'il n'y avait pas d'usine. Donc il fallait concevoir les usines, et c'était ça le challenge. Et quand vous aviez des mecs qui arrivent de la campagne et qui savaient lire vite fait et compter vite fait et qui n'avaient pas de culture industrielle, comme tu disais,
Eh ben, le truc, c'était de dire, on va déjà faire une chaîne de montage, et puis quand oui. on... Alors, et ensuite, nous, notre challenge aujourd'hui, c'est de dire, on a des usines, mais voilà, on a nos défis à nous. Alors, j'ai souvent utilisé je suis toujours frappé de voir que, effectivement, de toute manière, construire une usine, c'est compliqué. D'accord ? Et déjà, quand on arrive à faire des flux produits... T'es déjà content. Bon. Et alors, le problème que les ingénieristes n'ont pas encore pris en charge, c'est qu'on fait des usines absolument géniales où les produits sortent en 10 secondes, en 20 secondes, en 2 minutes, en 1 jour, enfin peu importe. Et là, on a choyé le produit. Et puis après, il y a les hommes qui arrivent et rien n'est fait pour eux, mais eux, ils vont rester 30 ans. Ils passent pas derrière la machine. Ils vont rester... Ben voilà. Mais moi, j'en parle très largement. Je vois des trucs complètement aberrants. Aujourd'hui, les ingénieristes ne partent pas du principe que, d'abord, cette usine est faite pour les gens qui vont y vivre. T'as vu ce qui s'était passé avec Tesla quand il a voulu robotiser ses lignes pour la Model 3 ? Vas-y. Eh ben, il a tout mis des robots, il voulait que ça sorte tout seul, à une belle ligne d'ingénierie. Ouais. Et puis, il a failli planter sa boîte. Ouais. Et il a dormi là-bas en disant, on fout toutes les bécanes dehors, on remet des bonhommes et vous arrêtez les conneries. Oui, mais pourquoi ? Bah, parce que ça a été pensé... Alors, voilà. Alors, il faut dire, moi, j'ai fait des études de maths, et de maths appliquées, et dans les années 70, le grand rêve, c'était le CIM. Je sais même plus ce que ça voulait dire, ce Computer Integrated Management, c'est-à-dire le management intégré total, une boîte noire où il n'y a que des ordinateurs et des robots intelligents. On fait rentrer de la tôle, il sort des bagnoles. Bon, on en est toujours un peu là, quoi. Mais c'était les années 70 et on n'a pas compris qu'un système complexe, et pourtant ça c'est un truc qu'on apprend en théorie des systèmes, c'est que pour manager un système, il faut un système plus complexe. Le seul système qui est capable de manager un système plus complexe, je pense que c'est l'homme. Et donc, parce que finalement, un robot, il y a une poussière qui vient s'y glisser, c'était pas prévu. Il y a un machin qui va pas, c'était pas prévu. Il y a une ondulation de l'électricité parce que on n'a pas fourni le bon ampérage et tout ralentit, l'air comprimé. Finalement, la vie, quoi. La vie, c'est des emmerdes. Et ceux qui corrigent les emmerdes, bah, c'est les hommes. Donc, et comme disait Chirac, ça a tendance à voler en escadrille. Ouais. Ouais, alors là, il parlait des mouettes. Mais oui, alors voilà. Donc les personnes qui se trouvent sur nos processus industriels, alors là, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, mais ça pourrait être ailleurs, sont les démerdeurs. Ce sont les gens qui font en sorte que, eh bien, les choses peuvent continuer à se faire parce ils veillent au grain et ce sont des buggers, en fait, des buggers. Alors évidemment, depuis longtemps, dans la majorité des entreprises, ils n'ont plus de travail harassant, c'est plus leur muscle celui-là, mais c'est plutôt celui-là dont on a besoin. Mais tout le monde ne s'en est pas rendu compte, loin de là. Donc voilà, l'entreprise. Alors, je ne sais pas, ta question c'était sur qu'est-ce qui t'a amené à devenir consultant et les consultants en quoi ? Alors, consultant en responsabilisation, j'ai envie de dire, et à tous les étages, quoi. Comment responsabiliser une entreprise, comment responsabiliser une équipe sur le terrain, parce que le vrai sujet de la libération, c'est finalement, c'est finalement la responsabilisation, c'est-à-dire donner le droit aux gens de prendre des décisions. Et ça, j'ai bien aimé ta reformulation sur la subsidiarité, c'est mettre de la subsidiarité dans l'industrie, ah ouais. Parce que subsidiarité, on décide tout ce qu'on peut en bas. Voilà. Et puis quand on est coincé parce qu'il faut, ouais. On fait remonter. Alors, quoi. Le chef, c'est un appui qui permet de faire coordonner les parties qui peuvent pas se parler. Voilà, alors, toute la question est de définir le périmètre de subsidiarité. Et c'est la question cruciale de la libération, c'est-à-dire, je suis autorisé de quoi jusqu'où ? Alors chez Favi, comment vous avez fait ? Parce que là, ils l'ont pratiqué. Ils l'ont fait, et Favi, c'est une boîte industrielle qui faisait des pièces pour l'automobile, si je ne dis pas de bêtises. Des fourchettes de boîte de vitesse. Et c'est compliqué, ça, parce qu'on ne peut pas se gourer, parce que sinon on tue des gens. Comme c'est des voitures qui vont à 130 c'est des pièces de km/h. sécurité, comme ils disent dans l'automobile. Voilà, donc si ça merde, ça tue. Donc on peut pas se permettre. Ouais. Donc on veut bien que les gens soient responsables et autonomes, mais enfin quand même à la fin, il faut que ça marche. Alors, j'ai envie de dire, chez Favi, comme dans plein d'entreprises dont on n'entend pas parler, dans lesquelles notamment j'ai travaillé, mais d'autres ont travaillé sur ces sujets de responsabilisation, parce que finalement, la responsabilisation ou la libération, c'est pas un coup tu y étais pas, puis un coup tu y étais. C'est un processus parce que la responsabilisation a besoin de quoi ? Pour être responsabilisé, j'ai besoin de quoi ?
J'ai besoin d'informations parce que si je suis au volant d'une voiture et que j'ai pas de capteur et qu'il n'y a pas d'indication sur la route, je suis quand même mal barré pour savoir s'il faut que je sorte de l'autoroute, s'il faut que j'y reste. Si je sais pas s'il y a des bouchons, donc j'ai besoin d'avoir de l'information. Donc et on sait bien que l'information, savoir pouvoir, c'est quelque chose qu'on connaît tous dans les entreprises, c'est celui qui sait qui a le pouvoir. Alors finalement, rendre responsable qui nécessite de l'information, redistribue le pouvoir. Parce que le chef, c'était quoi hier le chef? C'est celui qui savait. Il n'était pas plus intelligent et plus con que les autres. Il était seulement le chef, le plus démerdard qui était là depuis plus longtemps. Il est devenu chef. Premier niveau, l'adjudant dans l'armée. Le premier niveau de management, c'est celui qui avait l'information quoi. Et donc il disait ça, tu fais ça. Non, tu prends pas tes vacances parce qu'il avait un pouvoir régalien qui était extraordinaire. Mais on savait pas pourquoi il avait le droit de dire c'était le chef. Donc mais il avait l'information parce que lui savait que tu pouvais pas le prendre parce qu'il avait une directive comme quoi lui il savait que c'était pas possible d'avoir plus de 2 absents par semaine, par mois et donc il te disait sans te donner la règle qu'il te donnait pas les vacances. Mais c'est complètement con, ça. C'est pas un boulot c'est pas un boulot qui fait grandir. Donc en fait, effectivement, on définit la subsidiarité sur des axes qu'il faut définir. Par exemple, les vacances, c'est le RH, c'est un axe RH. Il faut redéfinir la règle. Comment est-ce qu'on définit ensemble comment on prend les vacances? Alors, si la règle connue, par exemple, si tout le monde sait qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 absents dans l'équipe de 10 ou de 12, une fois que Pierrette et Janine ont posé leurs vacances, on sait que sur cette semaine-là, plus personne n'a le droit de la poser. Il n'y a pas besoin de chef pour ça. Les gens ne sont pas idiots. Et puis, si tu as vraiment besoin de tes vacances, petit tableau, tu vas voir Pierrette et Janine en disant « Mais dis donc, Janine, tu ne voudrais pas échanger avec moi ?» Parce que j'ai un ennui, tu comprends, la famille, machin, etc. Ce qui est logique. Et à ce moment-là, à quoi sert le chef? C'est une espèce de boîte aux lettres qui connaît les règles et qui fait passer des messages, on ne sait pas à qui, on ne sait pas comment. Alors que finalement, les gens, à partir du moment où alors, comment on pourrait avoir cette pratique vertueuse? Il faut aussi savoir pourquoi les gens sont là, pourquoi ils travaillent. Il faut leur donner le sens. J'ai parlé d'information, s'il n'y a pas d'information, mais il y a une information de court terme et de comprendre pourquoi ils travaillent. Si je reviens à Favie, c'était extraordinaire. Avant, il y avait... je vais te raconter l'histoire de Favie quand même. Ouais. Parce que je l'ai vécu depuis le début. Avant que Jean-François Zobrist arrive? Non, Jean-François était là. Ouais. Il me voit en formation, il me dit « C'est de ça dont j'ai besoin. On sait tout ça chez nous, on n'y arrive pas. » Et à l'époque, ça c'était le Lean, qui ne portait peut-être pas ce nom-là, mais il savait qu'il fallait fluidifier. Il avait des fourchettes de boîtes de vitesse en voiture, voilà, dans l'atelier. Il y avait des murs de pièces. Et il disait, on n'est pas juste à temps. À l'époque, on parlait beaucoup du just in time ou du juste à temps. Donc, en fait, le fait que une fourchette, comment ça se fabrique une fourchette? T'as des fours, t'as des lingots de métal que tu mets dans le four. Donc, c'est un métier viril, et puis, avec une louche, tu remplis un moule, et puis tu ouvres le moule et il tombe une fourchette brûlante, etc. Puis c'est cette fourchette qui est une pièce un peu comme ça, qui est pas très grande. Ensuite tu vas l'usiner, c'est-à-dire tu vas enlever les bords, tu vas faire des trous, tu vas rajouter des petites pièces en fonction parce que c'est un assemblage quand même. Et donc en fait il y avait 2 ateliers importants. Il y avait le moulage, et il y avait l'atelier d'assemblage. Bon. Au milieu des caisses et des caisses de fourchettes, parce que avec la complexité, la synchronisation de tout ça, c'était pas simple. Et alors, je me rappelle très bien Jean-François qui me dit Monsieur Lippmann, à l'époque, on se vouvoyait, enfin bon, maintenant on s'embrasse, enfin on se connaît tellement, quoi. Allez dans l'atelier, faites-moi un diag, je comprends pas, ça marche pas. Alors, moi, et alors en plus, comme j'étais jeune, il m'avait dit voilà les questions que vous allez poser. Bon, il m'avait instrumentalisé un petit peu, mais bon, pas grave. Et je suis remonté, je lui dis Monsieur Zobrist, je pense que dans votre atelier, il y a un problème. Et le problème, c'est Dédé. Dédé? Alors Dédé, il fallait savoir qu'il s'appelait André, que tout le monde l'appelait Dédé, et que c'était le patron d'usinage. Je n'avais rien contre ce mec-là. Mais comme la boîte était en croissance, Dédé, il avait été le patron d'usinage quand il y avait 5 personnes, puis 10 personnes, puis 20 personnes. Puis quand il en avait 50, il ne savait plus gérer les 50 et c'est devenu un goulot d'étranglement épouvantable. C'est-à-dire qu'aucune décision ne venait. Et donc, je me rappelle, dans le bureau avec Jean-François, on a dit,
si c'est Dédé le problème, il faut qu'on fasse sans Dédé. Alors, sans Dédé, voulant pas dire on va virer Dédé. On va mettre Dédé là où il est compétent. C'était un super techos, mais c'est un super gars, quoi. Alors après, on s'est retrouvé en se disant, il y a l'opérateur, il y a les chefs d'équipe, il y a Dédé qui est le patron. Si on enlève le patron, faut faire enfin, je veux dire, tout ça est d'une bêtise totale, hein, mais il fallait avoir le courage de le faire. Et donc le sujet, ça a été de dire, on va faire grandir les chefs d'équipe pour qu'ils deviennent des managers d'équipe, ceux qu'on a ensuite appelés les leaders. Donc on enlève le chef, mais on le remplace pas. On enlève le chef et on le remplace pas. Mais pourtant, sa fonction, elle reste. Donc, c'est comme c'est toujours le sujet. T'as une échelle à 6 barreaux pour aller à 2 mètres. Est-ce que tu peux aller à 2 mètres avec une échelle à 5 barreaux, voire une échelle à 4 barreaux? C'est toujours pareil. Seulement, il faut changer tous les barreaux. Parce que si tu changes, si tu en enlèves 2 au milieu et que tu changes pas les autres barreaux, il y a un truc qui va pas. Un trou. Donc, il y a un trou. Il y a un trou. Donc, ça monte pas. Donc, l'information est coincée. Les gens restent à leur niveau de responsabilité. Donc, ça marche pas. Donc, ça veut dire que quand tu enlèves un niveau, voire 2 niveaux, voire 3 niveaux, ce qui m'est déjà arrivé. Parce que finalement, une entreprise qui est libérée, elle a besoin de moins de niveaux hiérarchiques. C'est assez simple comme raisonnement. Et donc, il faut faire grandir tout le monde. Il faut que tout le monde change. Et donc, il faut faire grandir le périmètre de l'opérateur, il faut faire grandir le périmètre de celui qu'on a appelé le leader, et puis il n'avait même plus de chef. Enfin, il y avait le patron de la fabrication. Alors, qui s'en occupait de lui, s'il n'y a plus de chef? Il y a toujours un chef. Mais il n'avait plus de chef direct. Alors, il y a une grosse opération aussi qui a été faite, et c'est pour te répondre, qui est une opération d'organisation des flux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une logique des flux, donc c'est un sujet logistique qui est de dire il faut séparer les flux. En gros, je vais le dire autrement, on ne fait pas rouler des vélos sur l'autoroute. D'accord ? Donc il y a des routes qui sont faites pour les camions et les voitures, il y a des routes qui sont faites pour les vélos, il y a des routes qui sont faites pour cheminer, etc. Hein. Donc il faut adapter le process aux véhicules qui les empruntent. Et donc il faut diviser les flux de façon intelligente pour que ça donne du sens aux gens. Voilà. C'est-à-dire, en fait, le flux de l'agroalimentaire, le flux de la pharmacie, par exemple, mais chez Favi, et c'est sans doute le meilleur découpage qu'on ait jamais fait, que ce soit là ou ailleurs, on va faire un flux pour le client Peugeot, on va faire un flux pour le client Renault, on va faire un flux pour le client Fiat. Et donc, en fait, le flux traversant l'usine, de la fonderie à l'assemblage, et le leader étant le responsable de tout ça. Donc, en fait, on a créé ce qu'on a appelé les mini-usines. Je me rappelle très bien qu'on a brainstormé pour ce mot-là. Et à ce moment-là, on a créé les mini-usines, qui était une réflexion flux, doublée d'une réflexion, mais qui va être responsable de ce flux? Et donc, bien évidemment, c'était le leader. Donc, on a segmenté l'usine. Donc en fait, il y a un sujet monstrueux dans les usines de reconsidération des usines. Il m'est arrivé de faire, enfin, je pourrais te raconter plein d'autres histoires, mais je me rappelle en avoir une en tête, où on était dans le monde automobile, un équipementier automobile, où j'arrive et à nouveau on me resserre du monsieur Lippmann, parce que c'était un homme important, j'étais consultant. Monsieur Lippmann, je veux bien qu'on parle d'équipe responsabilisée, mais comme on a réimplanté l'usine il y a 6 mois, il est hors de question qu'on change l'organisation du site. 1 an après, tout avait déménagé. C'est-à-dire qu'on avait fait une installation qui ne tenait pas compte de la nouvelle vérité, qui est que les hommes doivent pouvoir prendre possession d'un bout du territoire pour être chez eux. Tu te rappelles ce que je t'avais dit? Il faut qu'ils soient chez soi. Il faut être chez soi. C'est chez soi qu'on s'occupe de la propreté, c'est chez soi qu'on éteint la lumière, c'est chez soi qu'on s'occupe de l'organisation spatiale. Quand on n'est pas chez soi, alors on fait rien de tout ça parce que c'est pas intéressant. Donc il faut rendre les gens propriétaires d'une partie d'un atelier si on est dans l'usine, mais si on est dans une assurance, d'un processus. Du client au client, c'est le mieux. Donc on crée des équipes qui sont capables de prendre en charge toute une problématique d'un client. Alors évidemment, on est multi-technologie, il faut plus de compétences dans une entreprise qui est réorganisée comme ça que dans une entreprise où finalement on vise des boulons.
Donc, c'est-à-dire que tu mets le sens au cœur de la mission, et du coup, quand il y a du sens, les gens peuvent décider, parce que le tableau de bord, c'est ça, quoi. C'est le vrai débat. C'est mettre le sens au cœur du processus et faire en sorte que le matin, quand je viens travailler, je sais pour qui je travaille. Et celui qui me pousse le plus ou qui me tire le plus, c'est pas le patron, c'est le client. Parce que le client, je dois lui servir. Je dois le servir. Voilà. Donc c'est le client qui me pousse. Le client, c'est le résultat. Oui, c'est presque le client. Chez Favi, l'opérateur de la ligne Peugeot envoyait des chocolats à Noël à l'opérateur de la ligne Peugeot chez Peugeot, quoi. D'accord ? Il le connaissait. Il s'était déplacé chez lui, ce qui rendait son travail intéressant. D'accord ? Donc, à partir du moment où tu as fait cette nouvelle ingénierie, cette réorganisation physique, tu as donné du sens à toutes les personnes. Après, il faut le gérer. Donc, tu as une équipe qui a en charge ça. Et comme elle est responsable sur un territoire qu'il faut définir, là, je parle du territoire logique, le territoire physique, on l'a défini. Comme elle est responsable, la question, c'est responsable jusqu'où ? Là, on a besoin à nouveau de compétences, d'expérience, et il va falloir réorganiser toute l'usine pour que l'usine, ou tous les services de l'entreprise, pour que les services de l'entreprise se mettent au service de là où ça se passe, c'est-à-dire là où on crée la valeur ajoutée. C'est-à-dire que le client dans l'usine, c'est ceux qui produisent. Et les services support sont bien là pour supporter. Voilà, ils ont l'expertise, donc ils doivent répondre et amener leur expertise, alors qu'a priori, avant, dans le système taylorien, quand tu es opérateur, tu as un truc qui ne va pas, tu demandes au chef, qui va demander au chef, qui va demander au chef, qui va peut-être passer au service d'à côté, parce que c'est tout en haut que les gens se rendent compte. Il faut redescendre là. Et après, il faut redescendre. Mais alors, je ne sais pas si tu as déjà... J'ose même pas utiliser ce mot, mais ce jeu est bien connu, le téléphone arabe, qui est un mauvais mot pour cette acception. Mais en fait, je veux dire, quand tu dis un truc et que 10 chaînons après, il y a un mec qui le répète, tu comprends bien que c'est pas tout à fait la même chose. Et en parallèle, comme dans ces chaînons, ces gens sont très occupés, alors qu'ils font rien, parce que à quel moment la productivité s'arrête dans un service ? C'est quand ceux qui font, ils s'arrêtent. Quand les cadres s'arrêtent et téléphonent, parce qu'eux ont le droit de téléphoner, il n'y a rien qui s'arrête. Donc effectivement, donc c'est pas important. Mais eux, ils ont plein de choses à faire, ils oublient de transmettre l'information. Voilà. Et puis peut-être qu'ils n'ont pas compris l'information. Donc, en fait, l'entreprise libérée dans une entreprise industrielle, parce que je te parle d'entreprise industrielle parce que c'est plus fort. Les contraintes sont fortes. Les contraintes sont extrêmement fortes. Il faut peut-être acheter plus de bécanes, plus de machines, plus de systèmes, au lieu d'avoir des gros systèmes. Mais ça convient à la complexité dont je parlais tout à l'heure. Les équipements étaient faits pour avoir des hautes cadences. De plus en plus, on a des équipements dont la cadence est pas la clé d'importance. Ce qui est la clé d'importance, c'est l'agilité de l'équipement, qu'il soit capable de passer en 3 minutes de ce verre à un autre verre. D'accord ? Et pour en fabriquer 5, parce qu'on n'a pas besoin de 10, parce qu'on ne va pas encombrer les stocks avec 10. Avant, on en fabriquait 1 million. D'accord ? Donc, cette agilité, cette complexité a amené tous ces changements au sein de l'entreprise industrielle, mais on fait la même chose dans l'assurance. Donc, trouver un territoire, donner du sens, avoir des gens qui comprennent pourquoi ils viennent le matin, leur donner des informations pour savoir ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils n'ont pas bien fait. Mettre au cœur du système ce qu'on appelle le progrès continu. C'est-à-dire faire en sorte que ces gens-là, qui sont des gens intelligents, parce qu'ils rencontrent des problèmes, mettre en place des solutions, ou fassent mettre en place par les services experts des solutions qui permettent à la solution à cette problématique de ne plus jamais arriver. Voilà, c'est ça. C'est ça la vraie vie dans une entreprise. C'est-à-dire faire en sorte que la vie se réinstalle, une vie entière, une vie d'adulte, une vie intelligente, si ce n'est intellectuelle, où tous les jours on a des choses à affronter et on n'est pas... D'habitude chez Taylor, quand une machine s'arrête, les ouvriers se reculent et attendent que quelqu'un vienne. C'est un peu... Alors ça c'est une des grandes forces de ce qu'on peut installer dans une entreprise. C'est quand même un peu curieux de voir que dans l'entreprise, tu n'as pas le droit de toucher aux équipements. Il y a des petits, des moyens, des gros. Et tu t'aperçois que dans l'équipe, Pierre,
tous les week-ends, il bricole sa bagnole. Il démonte les carburateurs, il les remonte. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un carburateur, j'exagère. Mais je ne sais pas le faire. Mais Pierre, il sait le faire. Donc on a des champions du monde dans l'équipe, et on a le mec qui organise les tournois de tennis, mais il n'a pas le droit de faire le planning. On a des gens qui organisent des voyages, mais on n'a pas le droit d'organiser des déplacements, enfin, etc. Il y a des gens formidables qui font plein de trucs quand ils sont dehors, et dès qu'ils sont dedans, ils n'ont plus le droit de le faire. En tout cas, l'entreprise, l'organisation de l'entreprise, n'est pas faite pour qu'ils le fassent. Donc, moi, ce que je dis, c'est quand même assez simple. Bon, ça fait des années et des années que je suis sur ce sujet, hein, mais c'est quand même assez simple. Tout ça, c'est du bon sens. Alors après, quel est le cadre qui fait que tout ne va pas exploser ? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces strates managériales ? Alors, on a toujours besoin, de toute manière, de plus d'innovation. Donc, les gens intelligents, mettons-les à l'innovation. Voilà, et puis il y a quand même besoin. Alors, c'est vrai que si on parle à Jean-François Zobrist, lui, il te dirait qu'on n'a pas besoin de bureau d'études, qu'on n'a pas besoin de RH. Mais il dit descendez dans les lignes, parlez aux ouvriers. Oui, ça, il a raison. Il le faisait d'ailleurs. Il était le premier là et le dernier là. Enfin, je veux dire, il était extrêmement présent et extrêmement proche des ouvriers. Il faut quand même se dire que je ne sais plus bien l'époque, mais dans les années 80, on faisait faire des voyages aux industriels. C'était la grande mode des voyages. On allait au Japon, notamment nous qui étions très proches du Japon. Donc on a emmené plein d'industriels au Japon. Et je me rappelle d'un voyage où j'étais présent, ça durait une semaine, avec des grands patrons de Peugeot, Jean-François Zobrist, enfin des télémécaniques, enfin c'était des dirigeants. Et Jean-François avait eu l'intelligence d'emmener Bernard Hétru. Alors, qui est Bernard Hétru ? C'était un leader. Alors, Bernard Hétru, il était un peu à l'étroit vis-à-vis de tous les dirigeants qui étaient autour. Mais Bernard Hétru, c'est le seul qui a mis en place des choses qu'il a vues au Japon et il les a appliquées directement chez Favi, alors que les autres, un an après, on se revoyait, ils disaient c'était super bien, on a vu des tas de choses. Un leader, donc dans l'usine, c'est responsable d'une ligne, d'une usine, quoi. Oui, absolument. Et lui, il a vu des choses au Japon qu'il a réappliquées chez lui. Et ensuite, Jean-François Zobrist a eu à nouveau l'intelligence d'emmener des fournées d'opérateurs au Japon. Alors, je ne sais pas si tu imagines, quand on voit des gens qui ne sont jamais sortis de leur petit village à Alencourt, dans la Somme, là. Alencourt, c'est un tout petit village. L'usine. Ce que tu dis, c'est que les formations au Japon qui étaient théoriques, elles étaient beaucoup plus parlantes pour les gars qui faisaient que pour les cadres qui imaginaient. Non, elles étaient parlantes pour les deux, mais celui qui faisait en revenant, c'était l'opérateur. Les autres, ils n'en faisaient rien. Lui, il transformait l'essai, quoi. Et ouais, lui, il avait son petit carnet, il avait noté plein de choses, parce qu'évidemment, c'était... C'est ses problèmes, quoi. C'est ses problèmes de tous les jours. C'était pas du tourisme, mais quand il a vu des choses appliquées, c'est le principe du benchmark. Et ce benchmark qu'on applique entre la France et le Japon, ça peut s'appliquer très simplement d'une équipe à une autre équipe, d'un site à un autre site dans un groupe industriel. Ça peut se faire excessivement simplement. Et il se trouve que quand on est véritablement concerné par la chose, notamment les opérateurs, ils voient plein de choses que le cadre ne peut pas voir, que le manager ne peut pas voir, parce qu'il ne sait pas, il ne fait pas. Après, est-ce que c'est pas un peu du cadre bashing en disant « Ouais, mais les diplômés, ça sert à rien ». C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont quand même pas une utilité quand même, les cadres ? Mais qu'est-ce qui a dit qu'il n'y a pas d'utilité ? De toute manière, moi je rencontre beaucoup de clients potentiels qui disent « Non, moi je veux pas aller dans l'entreprise libérée, non. » Et alors ils te disent ça pourquoi ? Ils disent « Il n'y a plus de manager, c'est pas possible. » Ça marche pas, c'est le bordel. Mais qui c'est qui a dit qu'il n'y avait plus de manager ? Qui a défini l'entreprise libérée ? C'est pas une définition, c'est un mot. Dans l'entreprise libérée, on y met ce qu'on veut. Donc, qui a dit qu'il n'y avait pas besoin de manager ? Alors, de manager intelligent. Donc, de manager et pas de manager-chef. Ça, c'est sûr que le manager-chef, c'est difficile. Et comme tu as recruté toute ta bande de hiérarchiques pour leur pouvoir à être chef, pour leur capacité à devenir chef, c'est vrai que tu as un problème. Il va falloir transformer tous ces gens-là pour qu'ils passent du du chef-chef au manager. C'est-à-dire, le manager, c'est un peu, je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est un peu parent-enfant, c'est celui qui fait grandir. C'est celui qui, devant un problème, c'est un peu un coach. C'est-à-dire, devant un problème, il se met au service des gens. Il se met au service de son équipe, et son grand bonheur, c'est de faire grandir les gens. Alors grandir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner de la compétence, donner de la façon de raisonner, donner des clés pour que les gens soient plus
soit plus, alors j'ai envie de dire performant, mais plus habile. Du coup, ça vaut pas le coup de prendre les leaders sur le terrain et puis peut-être les envoyer 6 mois à l'école dans de management et puis d'en faire... Parce que c'est plus facile d'acquérir la théorie quand on a la pratique que d'acquérir la pratique quand on a la théorie, quoi. Assez souvent, j'ai envie de dire, de mon expérience, quand tu rentres dans une entreprise où tu n'as pas assis le pouvoir managérial sur du management, mais sur du command and control, comme du on pouvoir, dit, sur du pouvoir, tu as 30% des gens qui veulent bien, tu as 30% des gens irréductibles, et 30% qui s'en foutent, 40% qui s'en foutent. Et le reste, 40%. Non, ils s'en foutent pas. Irréductibles, c'est-à-dire ils ne sauront pas passer en management. Ah. Et certains vont passer plus tôt, mais on en a besoin puisqu'on a besoin de moins de managers. Donc on a besoin de bons techniciens. Donc ceux qui ne sont pas faits pour le management, eh bien, c'est qu'ils sont faits pour autre chose. Voilà, c'est tout. À chacun son truc. Le gars qui est responsable du club de tennis, c'est plutôt le planning plutôt qu'autre chose, plutôt que la mécanique. Celui qui fait de la mécanique, c'est plutôt ça que le planning. Eh ben, ceux qui sont managers, mais qui sont plutôt chefs, autant les mettre techniciens parce qu'ils n'ont pas compris ce rôle. Mais concrètement, comment ça s'organise? Parce que moi, j'ai toujours entendu, il y a longtemps quand j'étais salarié, en disant oui, on est multi-compétences, il faut s'écouter, il faut faire du transversal. Mais tout ça, dans la plupart du temps, c'est du bullshit. Comment ça s'organise concrètement pour obtenir une réorganisation sur le terrain? Pour de vrai. Alors, pour de vrai, il faut un vrai chef, pour le coup. Quand je dis un vrai au sommet, chef, c'est un manager charismatique avec du leadership. Un patron, quoi. Enfin, un vrai patron. J'en connais un et tu en connais un. On travaille chez Energipool tous les deux. Enfin, toi, tu n'y travailles pas, tu es actionnaire. Je suis ton consultant. Non. Mais on a à la tête de cette entreprise un vrai patron. Un patron qui sait où il veut aller. Qui met pas toujours les formes pour y aller. Mais ça, c'est pas important. Mais qui a un vrai leadership. Zobris, c'est un mec qui avait un leadership incroyable et il était respecté par tout le monde. Donc c'est-à-dire le chef de meute t'emmène quelque part. Donc, alors pour bien expliquer, en fait, le patron d'Energypool, c'est mon beau-père. Et en fait, je suis rentré dans l'actionnariat d'Energypool quand j'ai rencontré ma femme, qui n'était pas encore, mais en 2015. Au départ, tu as rencontré ta femme? Voilà, j'ai rencontré ma femme, et puis à un moment, je rencontre ses parents, et puis je rencontre Olivier, son père, et puis je dis « Ah bon, tu fais quoi ?» Puis il commence à m'expliquer ce qu'il fait. Et l'énergie, je connaissais un petit peu, et je suis en train de me dire « Mais putain, c'est énorme ce qu'il fait, en fait. » C'est pour plein de raisons, hein, c'est pas le sujet, mais et je me dis et je cherche à en apprendre plus, et je dis mais comment ça marche, comment tu fais? Et c'était pas vieux, c'était il y a 4 ans. 4-5 ans. Et puis à un moment, je lui dis, comment on fait pour prendre des parts? Parce que c'est génial. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui vient de l'industrie. Oui, je l'ai rencontré dans l'industrie d'ailleurs. Je l'ai rencontré. Qui a un caractère de cochon, enfin, qui est très trempé, qui est très. C'est un industriel viril. Voilà. C'est 2 fois que j'utilise ce mot viril, mais c'est très ouvert et très à l'écoute des gens qui font. Et voilà. pas qu'ils disent. Et donc, moi, je l'ai rencontré, il était patron d'Aluminium Dunkerque. Je lui ai rappelé l'anecdote dernièrement, mais ça n'a pas... Bon, je vais la passer maintenant que j'ai cité, mais je me rappelle qu'on avait rendez-vous à Dunkerque, enfin, je veux dire... Donc la plus grosse usine d'aluminium en Europe, c'est sûr, dans le monde, peut-être. 1 milliard l'usine à construire, donc voilà. Un truc grosse usine. Énorme. Et je me rappelle que j'avais rendez-vous avec lui, il me voit, il me dit « Je suis désolé, monsieur Littmann, j'ai 5 minutes là. » Et je lui dis « Mais attendez, on mange toujours ensemble à midi ?» Il m'a dit « Ah non, je pourrais pas. » Je lui dis « Au revoir monsieur, je m'en vais. » Et là, il a changé. Donc en fait, on a mangé ensemble à midi, et ça a été une histoire, ça fait 25 ans que je travaille avec lui dans tous ces différents postes. Alors, peu importe, je dis ça, c'est l'anecdote parce qu'elle m'est venue comme ça en tête, mais c'est pas tellement le sujet. Alors, en fait, tu me poses la question, comment on met en place... Mais Aluminium Dunkerque, c'est une super exemple, parce qu'en fait, à la base, cette usine, c'est pas n'importe quelle usine, c'était un projet politique, avant tout, et les gars se sont dit, je donne pas de nom parce qu'on est des gens agréables, et c'était un projet politique, et ils se sont dit, on va faire une entreprise libérée. Ouais, tout le monde n'existait pas. Donc, oui, mais ils se sont dit, on va faire un truc sociocratique, on va faire tout. Il n'y a pas de chef, tout le monde décide. Et c'était un bazar innommable. Et du coup, c'est là où, justement, Olivier est plus ou moins nommé. On lui propose, bon, soit on ferme l'usine, t'y vas, soit tu redresses le truc, soit on la ferme.
Et c'est une usine à 1 milliard, donc il y a un peu de pression. Ouais, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on disait au cœur des entreprises libérées, il n'y a pas que du bullshit baratin, il y a surtout un patron qui est au contact de la réalité. Il y a aussi, mais surtout, tu as raison, surtout et aussi un gars qui est assez visionnaire, parce que finalement, on a fait l'usine responsabilisée, puisque quand j'ai travaillé avec Olivier, c'était le sujet, j'ai travaillé sur la responsabilité des ateliers avec lui. Et donc, c'était une expérience d'entreprise responsabilisée, si on veut, une des nombreuses que j'ai pu mener, mais avec lui, c'est voilà. Et donc, en fait, une usine, c'est plus facile qu'une entreprise. Donc, on voit bien mettre en place la responsabilité au cœur d'une usine, au cœur d'un processus qui est assez technologique et qui est formé par la technologie. La question qui reste à se poser, c'est les gens qui servent cette technologie. C'est pas une question mince, je dis qu'il reste. Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre en charge ? Alors, la mécanique, j'ai parlé de la bagnole, j'ai parlé du planning, mais ça peut être les congés, ça peut être le progrès, ça peut être l'informatique, parce qu'il y a aussi de l'informatique, et il y a toujours un geek dans une équipe. Donc le geek, c'est génial, on va lui dire t'es le geek de l'équipe. Alors maintenant, il faut quand même pas qu'il fasse des conneries et qu'il fasse n'importe quoi, donc on va le mettre en tutelle du service informatique de l'entreprise. Enfin, et c'est le service informatique qui doit lui donner les limites. Ouais, mais comment on explique à un service informatique qu'il faut qu'il se mette au service d'un mec qui considère pas loin d'être un connard dans la plupart des temps, qui connaît rien à rien. Ça s'appelle la transformation. Oui, mais comment tu fais? T'as une magie, le lapin, la baguette magique. Non, la conviction, la preuve par l'exemple, l'essai. On essaye. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et puis au départ, on commence petit, puisque j'ai dit que la responsabilisation, c'est un processus grandissant. Au départ, c'est pas la peine de mettre un costard qui est comme ça, alors qu'on va autoriser ça. Dans de rares exceptions, moi je vous rappelle un patron avec qui j'ai bossé aussi 20 ans dans diverses expériences, il était chez Danone, et j'ai travaillé chez lui, puis j'ai travaillé dans l'eau, puis j'ai travaillé en Malaisie avec lui, enfin j'ai travaillé partout. Contre la directive de son groupe, il avait choisi Gilbert pour travailler avec lui. Alors que toutes les autres usines, d'ailleurs d'une branche qui a été vendue par Danone, puisqu'il s'agissait de lui à l'époque, avaient choisi un autre conseil, et lui, il m'avait choisi pour justement installer la responsabilisation au cœur du site. Et je me rappelle qu'il avait créé un slogan, vraiment un slogan au bout d'un moment, enfin c'est pas venu tout seul, et le slogan qu'il avait affiché devant tout le monde, c'est « Si tu t'en sens capable, fais-le ». C'était le slogan qui permettait de définir la responsabilité. Donc c'était extrêmement large. Dans l'atelier, il avait installé des machines pour que les ouvriers puissent faire des pièces, bricoler des trucs, etc. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit, pas baby-foot, mais machine à découper, bricolage, de façon, le capot va pas bien, je vais le percer. Alors, tout ça sous le contrôle, donc, ce qu'on pourrait appeler le bureau d'études ou la maintenance, enfin peu importe, parce qu'il y a quand même un système contrôlant, mais qui contrôle surtout la compétence, qui ne contrôle pas le geste. Parce qu'il y a des notions de sécurité très fortes dans l'industrie, il ne s'agit pas de bricoler les organes de sécurité en disant... On ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc, toute la question que l'on posait dernièrement, c'est la question de la limite. C'est-à-dire comment définir la limite de subsidiarité, finalement. Alors, certains le définissent sur des activités particulières. Par exemple, les vacances, c'est toi, tu te débrouilles. Puis on va réfléchir ensemble à mettre en œuvre, tu l'as dit tout à l'heure, un truc aussi bête et con qu'un planning avec ta photo. Puis quand tu veux prendre des vacances, tu mets ta photo. C'est quand même pas très difficile. Tout le monde est au courant, l'information circule. Et finalement, vous décidez entre vous. Donc, les vacances, mais est-ce que c'est aussi les vacances d'été? Est-ce que, voilà, jusqu'où on va commencer par définir où se trouve le périmètre de subsidiarité. Tu commences par petit et puis t'élargis, plus ça marche, plus tu y vas, quoi. Voilà, et puis tu prends tous les axes de responsabilisation que tu peux avoir, et si tu peux trouver quelqu'un au sein de l'équipe qui se fait un bonheur et qui est capable de faire ça parce qu'il le fait dans la vie civile, eh ben c'est bien. Donc le gars du tennis, il va devenir responsable du planning. Et le gars qui bricole, il va devenir responsable de la maintenance. Mais piloté par la maintenance, piloté par les RH, piloté par des gens qui savent. Et donc, on peut imaginer, et c'est ce qu'on essayait d'installer, que les fonctions
support, donc extérieur à l'action directe où se passe la valeur ajoutée, eh bien, réunissent par exemple ce qu'on pourrait appeler des coordinateurs RH pour les former. Et donc la responsabilisation, c'est un nouveau champ de compétences qui rentre en jeu pour les individus. Donc la personne qui apprend le planning apprend en même temps les règles sociales. Parce que finalement, pour prendre des vacances, il y a peut-être des règles sociales qu'il faut respecter. Sociales, ah oui. C'est-à-dire combien d'heures la loi, quoi. La loi, quoi. En combien de temps tu peux poser tes vacances enfin, il faut combien de temps entre le moment où tu les poses. Faut-il qu'elles soient acceptées? Et si, parce que tous les processus, aujourd'hui, sont des processus contrôlants dans une entreprise. Donc ça veut dire que quand tu mets ça en place, tu fais un re-engineering de tous les processus. Parce que, par exemple, l'histoire des vacances, il faut compter que tu as encore le droit. Donc finalement, c'est quoi un service RH? Tu as le manager qui propose que tu prennes une semaine de vacances, et puis le service RH, il contrôle que tu as le droit de prendre une semaine de vacances. Bon. Donc est-ce qu'on garde ça comme ça, ou pas? Qui va contrôler? Est-ce qu'on a besoin d'un contrôle? Oui, sûrement, mais comment se fait ce contrôle? Voilà. Donc en fait, quand on installe une organisation responsabilisante, on est obligé de reprendre tous les processus de l'entreprise pour, alors, première chose, les simplifier. Parce que généralement, les processus ont été créés par des techniciens qui ne trouvent pas qui n'aiment pas les choses simples. Donc il vaut mieux que ce soit complexe. Quand les choses sont complexes, le technicien ou l'ingénieur est content, alors que l'opérateur, c'est pas si simple. Quand il s'agit de dire c'est l'opérateur qui va déclarer les quantités fabriquées aujourd'hui, il faut qu'il ait accès à l'ordinateur. Ah, mais il n'a pas le droit d'avoir accès à l'ordinateur, c'est la règle du siège. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, supposons qu'il ait le droit. Le système est tellement compliqué que... Voilà. Donc il faut simplifier tout. Déjà, quand on a organisé les territoires en les découpant, on l'a énormément simplifié. Parce que le planning du gars qui fait le planning, c'est le planning de sa mini-usine. Donc, alors, il faut voir la taille de ce que c'est qu'une mini-usine, mais une mini-usine, c'est 10-15 personnes. Donc, quand tu organises le travail de 15 personnes, c'est pas pareil que de l'organiser pour 100. Donc, quand tu as segmenté les processus, tu as simplifié la vie des gens. Donc, les choses deviennent possibles. Alors, bien évidemment, le système d'information, il n'est pas prévu pour ça. Donc, non seulement il faut déménager toutes les machines, mais il faut refaire le système d'information. On a encore fait un système qui n'était pas fait pour les gens. Donc en fait, toute la question, c'est de remettre à disposition des gens qui savent ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est ça la question. Donc c'est assez simple, mais ça casse tout. D'accord? Voilà. Et du coup, maintenant qu'on voit bien, tu as observé, toi, un réel désir de la part des personnes qui travaillent dans ces nouvelles entreprises pour aller vers plus de responsabilité? Et cette émancipation, quelque part, elle est manifeste et ils y vont de bon cœur, ou alors faut un peu les motiver? Tu sais, c'est un peu comme dans un groupe, tu dis, vous avez des questions, et puis là... Comment le premier il va de l'avant? Difficile de répondre, mais je vais répondre. On a souvent cette objection. Oui, mais tout le monde ne veut pas prendre de responsabilité. C'est vrai. Tout le monde qui ne veut pas prendre de responsabilité, c'est aussi parce que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il s'est fait taper sur les doigts quand il prenait des responsabilités. Donc maintenant, il a compris, il a lâché prise, ce truc. Les responsabilités, c'est pas pour moi, ça amène que des emmerdes. Bon. Donc en fait, déjà, tout le monde ne veut pas, mais parce qu'ils ont été lobotomisés par le système. C'est le système qui... Alors, il y a des gens qui ne veulent vraiment pas s'impliquer. Alors, il y a aussi des gens qui s'impliquent très fort à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc ceux-là, ils cherchent rien à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ils ont leur bonheur. Donc, maintenant, on peut se demander pourquoi ils ont trouvé beaucoup de choses à l'extérieur, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver beaucoup de choses à l'intérieur? C'est parce que le sens ne leur a pas été donné. Prenons le sens, je peux parler d'une entreprise, un laboratoire pharmaceutique sur lequel on travaille sur le sujet, et je me rappelle que le polytechnicien de patron, quand je lui disais, mais les gens n'ont pas de sens, ils me disent, mais c'est une entreprise qui est assez à la mode en ce moment, on entend beaucoup parler, c'est chez Sanofi. J'étais chez Sanofi Pasteur. Et le gars dit, mais comment une entreprise qui fabrique des vaccins ne pourrait pas suffire pour donner du sens aux gens?
Alors, très sincèrement, fabriquer des vaccins, pour le patron, ça donne du sens. Mais pour Anne, la préparatrice d'aiguilles dans son atelier tous les jours, qu'est-ce que ça lui donne comme sens ? Donc est-ce qu'on ne pourrait pas dire, il y a le vaccin de la grippe, le vaccin de la coqueluche, le vaccin, puis Anne, c'est la grippe, et ils sont 10 ou 15 à fabriquer la grippe, et il n'y a que au monde. Putain, t'es la championne du monde de la grippe. Et là, pour Anne, il se passe quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut réussir il faut réussir à donner le sens à l'endroit où on a besoin du sens. Faut que ce soit plus visuel, que ça plus raconte quelque chose. Compréhensible et plus directement lié, avec le business. Je ne me rappelle plus quelle était ta question. Comment on fait pour emmener les gens justement vers... Oui, est-ce qu'il y a des gens un qui veulent désir pas. de base ? Il y a des gens qui veulent pas. Mais moi, je pense que, mais je suis un idéaliste, je pense que le système a façonné les gens de façon à ce qu'ils ne veuillent plus, parce qu'ils ont été assez brisés par les petits chefs notamment. Chat échaudé. Voilà. Alors ensuite, c'est un apprentissage. Les 40 qui peuvent bouger, puisque j'avais parlé de 30. Alors, non, là tu parlais des salariés, l'ensemble des salariés. Eh bien, alors d'abord, on ne demande pas à tout le monde de prendre. Et dans une équipe, il y en a toujours qui veulent. Donc on va d'abord commencer par ceux qui veulent, et ils vont entraîner les autres. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils vont voir qu'à côté d'eux, il y a une personne qui s'épanouit plus, qui prend des responsabilités, alors là, évidemment, il faut installer une culture de ce qu'on appelle une culture du non-blâmante. C'est-à-dire que le prof à l'école, il corrige ta copie en rouge et il souligne les fautes. Voilà. Il te met au coin, les mains sur la tête. Bon. C'est justement ça qui ne va pas te faire grandir. L'éducation nationale, à l'époque où moi j'étais, mais c'était plutôt celle de mes parents, ne faisait pas grandir bien fort les gens. Donc il faut entraîner, il faut accepter l'erreur. Et surtout pas l'identifier. Moi je dis toujours, une erreur d'ouvrier, c'est moins grave qu'une erreur de patron. D'accord ? Et le patron, pour être arrivé là, il en a fait des erreurs. Probablement. Donc l'erreur est apprenante. Donc, et d'ailleurs, c'est la culture japonaise du zéro défaut. Quand on parlait du zéro défaut ou du zéro panne, on ne dit pas que jamais la machine peut tomber en panne, mais jamais deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une erreur qui s'est passée, on analyse l'erreur, et c'est le ferment du progrès continu, on analyse l'erreur pour qu'elle ne se reproduise plus. Et donc, à force d'éliminer les erreurs, il y en a de moins en moins. Mais l'erreur est grandissante, parce que l'erreur est apprenante. Donc, dans cette culture de la responsabilité, ce qui fait pour aux gens, c'est d'être jugé, d'être mis en prison, si j'ose dire. C'est la culture habituelle. Quand tu fais des choses qui ne vont pas, on va te juger, on va te mettre en prison. Et c'est justement cette culture qu'il faut éviter. Donc en fait, il y a un vrai apprentissage de l'ensemble de l'entreprise. L'erreur est admise comme un facteur de progrès. Donc tant mieux qu'il y ait des erreurs. Faisons des erreurs. Celui qui ne fait pas d'erreurs, c'est celui qui ne fait rien. Quand j'étais petit, on me disait, il n'y a que ceux qui font rien qui cassent rien. Voilà. Voilà. Est-ce que, parce qu'il y a de la casse de temps en temps dans les usines, il y a eu des casseurs dans les années 60, bon, ça c'est politique, mais la majorité des gens dans les usines, c'est des bons gars et des bonnes filles, quoi. Ils font pas exprès de faire tomber un truc. Qui n'a jamais fait tomber un truc ? Alors là, ils étaient sanctionnés, le blâme, le machin, mais si le truc est tombé, c'est qu'il devait un jour tomber. Ah ouais, mais il devait faire attention. Mais qui est-ce qui fait attention tout le temps ? Même moi, en parlant, je fais pas attention quelquefois. Donc, on ne peut pas soutenir son attention pendant 8 heures. Donc, et d'ailleurs, ça c'est une autre méthode japonaise qui s'appelle les pokayoke. C'est-à-dire, les pokayoke, tout ça, c'est bête comme chou, c'est pas possible de faire mal. Voilà. Il faut créer un environnement. Aujourd'hui, on parle de user-friendly. On pourrait dire que c'est un environnement salarié-friendly. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'erreur. Et à partir de là, les gens ne peuvent pas faire d'erreur. On fait en sorte que le moins d'erreurs possible ne puisse arriver. Et l'intelligence des gens ne doit plus être sur les gestes au quotidien ou sur le moment, mais l'intelligence des gens doit permettre de magnifier le système et donc de l'améliorer. Travailler sur le process, quoi. On travaille sur le process, ouais. Voilà.
Donc les opérateurs, aujourd'hui, de toute manière, sont des surveillants d'équipement. Rares sont les gens qui portent des trucs. Enfin, ça, c'est encore dans les années 60. Aujourd'hui, il n'y en a quand même pas beaucoup. Dans l'usinage, il y en a encore, mais c'est quand même beaucoup la machine qui fait à peu près tout. Donc, en fait, ce sont des surveillants. Et pendant qu'ils surveillent, ils peuvent réfléchir, ils peuvent penser, ils peuvent améliorer. Et donc, en fait, l'emploi le plus classique d'une usine, c'est l'amélioration. Est-ce que ça te parle si on dit que dans une entreprise classique, on va dire, ou patriarcale, enfin paternaliste, on responsabilise la faute, c'est-à-dire qu'on cherche à qui a fauté, alors que dans une entreprise responsable, c'est la responsabilité de la réussite, en disant que comment on fait pour responsabiliser la réussite. Oui, alors je ne sais pas si on responsabilise la faute. Enfin, si on cherche les fautifs. On cherche les fautifs. C'est ça. Alors, d'ailleurs, rien que le mot fautif veut dire qu'on est dans un environnement qui n'accepte pas la faute. Quand on l'accepte, il n'y a plus de fautif. C'est simplement il y a responsable mais pas coupable. Donc il n'y a pas de faute. On cherche des responsabilités. Tiens, tu l'as fait tomber, pourquoi ? Ah oui, la table était un peu petite, quand j'ai posé mon verre, j'ai tombé à côté. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Réfléchissons ensemble. On pourrait associer les deux fauteuils, éviter qu'il y ait des espaces vides, etc. Donc, de l'ergonomie, en gros. L'ergonomie qui n'a été faite nulle part ailleurs et qui pourrait se faire sur le terrain et qui ferait grand bonheur aux gens parce que, finalement, qu'est-ce qu'on cherche derrière ? On cherche des gens qui sont fiers de ce qu'ils font. Ils disent, la table, c'est moi. Je me rappelle que chez Favi, quand il y avait une amélioration, on mettait une petite plaque en disant table inventée par monsieur machin. Ah ouais ? Évidemment. Ouais, donc c'est la responsabilisation de la réussite. Ouais. On montre les réussites. Il faut montrer les choses bien. C'est du management visuel. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'ici, on fait du progrès. Quand on va dans une usine, habituellement, ou dans une organisation, même chez ton beau-père, on dit « Mais il est où le progrès ?» On en parle beaucoup, mais c'est comment, c'est quoi comment ça marche qu'est-ce qu'on a comme preuve ? Faut prouver les choses. Bon, je parle beaucoup d'usines, mais dans les bureaux, c'est plus compliqué. On ne va pas mettre une petite étiquette dans chaque bureau en disant ici... classeur homologué par... Voilà, classeur homologué par madame... enfin, voilà, on ne va pas faire ça parce que dans les bureaux, on est plus policé, quoi. Et puis, on reçoit du monde. Donc, au contraire, on reçoit du monde, on devrait voir qu'on a fait des progrès. Mais bon. Mais c'est toute une philosophie d'entreprise, finalement. Mais... Il y a aujourd'hui, enfin, je change peut-être de sujet, mais je pense que c'est assez. Je ne sais pas si on est dans. Vas-y. Aujourd'hui, beaucoup, et j'ai des gens qui m'interpellent. Enfin, je suis à 2 doigts de travailler sur un sujet comme ça dans une entreprise du CAC 40, mais beaucoup de DG se posent la question sur le retour au travail. Le retour au travail. Retour ? Ah ouais. On est parti du travail à cause du Covid ou grâce au Covid. Et aujourd'hui, il faut qu'ils rentrent. Ils sont plus là, j'ai peur. Ah ouais. Pourquoi faut-il qu'ils rentrent ? Ça, c'est une vraie question. Et moi, j'ai un DRH qui me dit, voilà, ils auront le droit à 3 jours chez eux et 2 jours au bureau. Et comment je fais pour installer les règles qui vont bien ? Moi, j'écoute pour l'instant. Je dis, mais c'est quoi cette règle ? Il y a des gens qui ont besoin de 0 jour au bureau, ou peut-être une fois par mois, et puis des gens qui ont besoin d'être là tous les jours, et puis ça dépend des périodes. Et en fait, ce sujet de télétravail a cristallisé beaucoup de choses qui sont déjà dans les ferments de l'entreprise libérée, qui sont dans les nouveaux modes de bureau où on n'a plus de bureau, que certains appellent flex office, c'est une mauvaise acception, mais dans les open space, où dans le fond, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir au bureau ? Alors là, quand tu poses la question, mais c'est la même chose, les gens partent du télétravail et ne voient pas qu'ils sont dans le vrai sujet qui est celui de l'entreprise responsabilisée. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi tu veux qu'ils soient là ? Ah ben parce que le manager, il ne fait plus manager à distance. Parce que le manager, quand les mecs sont pas autour du bureau, là, bah, il a l'impression qu'ils bossent pas. Alors, je voudrais préciser que quand les gens sont autour du bureau, ils font pas que bosser non plus, d'ailleurs. C'est pas parce que tu es au bureau que tu es en train de travailler, hein, excuse-moi. Donc, le manager classique, il a besoin d'avoir ses oeils autour de lui et de les surveiller, il est là. C'est pas aussi caricatural que je le fais, mais globalement, c'est comme ça. Et donc, déjà, quand il n'est pas là, il se dit, mais je peux pas le contrôler, parce qu'il contrôle le présentiel, il contrôle le temps. On n'a pas encore compris qu'il fallait contrôler le résultat. Pourtant, c'est une aberration. Enfin, c'est pas une aberration, c'est une simplicité, ce que je dis. Et donc, en fait, le vrai sujet du travail, c'est celui des managers responsabilisants. Est-ce qu'on est capable de faire confiance à quelqu'un qui travaille chez lui et qui donne des résultats ou pas ?
Et si on est capable de faire confiance, parce que le vrai sujet c'est ça, il y en a d'autres, mais le sujet crucial c'est celui-là, est-ce qu'on est capable de faire confiance en des gens qui finalement vont s'auto-organiser différemment, peut-être travailler de minuit à 3 heures du matin et aller au tennis l'après-midi et faire leur musique quand ils ont envie. Je suis musicien, c'est pour ça que je le dis. Et voilà. Et alors, ils auront une meilleure vie et on aura de meilleurs résultats parce qu'on s'aperçoit, chose un peu étrange, parce qu'on s'en est aperçu, je parle pas du télétravail du premier confinement où on avait tous les gamins à la maison, ça c'était un peu difficile, mais on s'est aperçu que la performance du télétravail est 30% supérieure au travail en présentiel. D'où tu tiens le chiffre ? De toutes les études qui sont sur ce sujet, mais attends, je vais t'en donner une, moi, d'autres études. Les équipes de nuit dans les usines sont bien plus performantes que les équipes de jour. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'emmerdeur. On travaille, la nuit on travaille, on se démerde, il faut bien avancer. On est déjà beaucoup plus responsable, on a moins de chefs. Ah, ils dorment. Les chefs dorment. Alors, c'est un peu pareil, cette question du télétravail qui est absolument d'actualité. Pose la question du manager responsabilisant et de la responsabilisation et de la confiance. Parce que derrière la responsabilisation, évidemment, pour que le mec à la maison, il soit pas en train de regarder ses séries télé et de bouffer enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais pour qu'il travaille, il faut qu'il ait envie de travailler. Pour qu'il ait envie de travailler, il faut qu'il sache pourquoi il travaille. Pour qu'il sache pourquoi il travaille, il faut en trouver le sens. Pour trouver le sens, il faut découper l'entreprise pour qu'il ait du sens. Basta. Puis après, avec son portable, machin, il est en réseau. Alors, je dis pas, et d'ailleurs je vais le dire, je dis pas que le bureau ne sert à rien. Mais j'avance ici une thèse qui est que le bureau ne sera plus fait pour travailler. Dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 50 ans, le bureau ne sera plus fait pour travailler. Il servira à quoi ? Alors il servira à quoi ? À tout ce qu'on a besoin de faire et qui n'est pas le travail. Il servira au réseau social présentiel, il servira à faire du management présentiel, parce qu'on a quand même besoin, il servira aux grands-messes qui donnent le sens, qui montrent le leader, etc. Il servira à faire autre chose, parce qu'il faut quand même qu'on crée une culture, un ADN particulier, etc. C'est à ça que servira le bureau demain. Mais bon, là, il n'y en a pas beaucoup qui y sont encore. Mais quand j'entends, ils reviendront 3 jours, et puis ils auront le droit de travailler 2 jours à la maison, mais il y a des métiers, les commerciaux généralement... Ils s'en fichent. Ouais. Moi, j'ai eu une boîte Pro-Conseil, j'étais président de cette boîte, actionnaire majoritaire. On savait jamais où étaient les gens, alors on me dirait c'est illégal. Ouais, c'est illégal. Hein. Mais ils étaient chez les clients, parce que c'était quand même des consultants. Mais quand ils n'étaient pas chez les clients, ils étaient chez les clients entre 50 et 80% du temps. Quand ils n'étaient pas chez les clients, ils étaient n'importe où. Moi, ça m'est égal. Je n'ai pas besoin de savoir où ils sont, puisque je les juge sur leurs résultats. Donc, mais oui, en plus tu prêches un convaincu, parce que moi j'ai des salariés, des prestataires, je sais même pas où ils habitent. Et non, mais c'est pas vrai ça, c'est pas possible. Mais bien sûr, ils vont très bien, et puis on s'appelle. On commence à voir, j'ai entendu ça aux États-Unis, des annonces qui ne sont pas géolocalisées. Bah ouais. C'est-à-dire, il y a des annonces mondiales aujourd'hui d'emploi. On s'en fiche de savoir où il habite. Tant qu'il lit. Oui, mais il faut être drôlement grand, parce que si on s'en fiche de là où ils sont, ça veut bien dire qu'il n'y aura pas de bureau, ça veut bien dire que le bureau ne sert pas à travailler, et ça veut dire déjà... c'est un sport de riche, les bureaux, hein. Au prix où ça coûte, je suis pas pressé d'en avoir. Hein. Alors, curieusement, la difficulté qu'on rencontre dans les bureaux, c'est que effectivement, c'est un sport de riche et c'est dû à la finance. Les difficultés qu'on rentre dans les bureaux, c'est que le directeur financier, il a un siège parisien où il y a 1500 personnes, et ça lui coûte un peu bonbon, et il se dit, ce serait bien de l'implanter à... Ici, dans une banlieue, machin, voilà, et alors, à Saint-Denis, tiens, 5000 mètres carrés, pas très cher, là je suis parisien, hein, mais dans la banlieue, machin, et alors, ça me coûterait quand même vachement moins cher, et puis en plus, on réduirait les mètres carrés, parce qu'on va mettre des open space, ça réduit les mètres carrés, donc on a besoin de moins de mètres carrés, et c'est la misère. C'est la misère parce que les petites nanas et les petits mecs qui ont fait des écoles de commerce et qui se retrouvent dans les boîtes d'assurance, à la SNCF ou je sais pas quoi, en banlieue, ils prennent le train, ils sont livides, trempés, serrés, surtout en temps de Covid, et ils se demandent bien pourquoi ils bossent dans cette boîte. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à poser sur, mais ce que j'appelle moi d'analyse fonctionnelle, c'est quelle est la fonction du bureau ? Quelle est la fonction du bureau ? Surtout qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. C'est-à-dire que même on imagine les assurances avec tas de papier, des banques avec tas de papier. Ces papiers existent de moins en moins. D'ailleurs, le client, c'est lui qui fait
C'est lui qui fait tout. Les salariés font plus rien. Je plaisante, ils traitent. Mais les workflows, ça existe. Tu pourrais le faire de chez eux, quoi. Voilà, et d'ailleurs, preuve en est qu'ils l'ont fait. Alors justement, c'est intéressant là, cette histoire autour de la crise des mesures anti-Covid là. C'est-à-dire que on a renvoyé les gens chez eux et ça a forcé le télétravail parce que c'est devenu la règle et la loi d'ailleurs. Et moi, en entreprise, il y avait tout le temps ces discussions où ils disaient ouais, on aimerait bien télétravailler, ici ça sert à rien, je me tape 2 heures de transport par jour. Bien sûr. C'est anti-écologique, anti-économique, anti-vie sociale, anti-vie privée, anti-tout. Ouais, et en fait, ce qu'on a vécu là de confinement a forcé la chose. Et c'est la grande question en fait. Est-ce que ça bouge les mentalités ou alors est-ce que les chefs vont s'empresser de refaire rentrer au forceps les gens dans les... Écoute ce qu'on entend. Dans les boîtes. Le grand chef a peur et il dit je vais, comme Dieu, je plaisante, mais je vais leur donner 2 jours pour se reposer. Non, je plaisante. Ça, c'est un autre grand chef. Mais je vais leur donner 2 jours de télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est quelqu'un qui se raccroche à des vieilles convictions, mais parce qu'on a tous été formés, on a été déformés par le système. Le système dit que c'est au bureau qu'on travaille. Puis est-ce qu'on peut être à moitié enceinte? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire confiance 2 jours par semaine et pas les 3 jours qui restent? C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'en revenant 3 jours seulement sur 5, on a quand même un contrôle suffisant. Tu vois, le geste, quoi. On peut contrôler les troupes suffisamment. Et alors, maintenant, la question qui me pose, c'est quelles sont les règles de ce retour? Parce qu'en plus, on sent bien que les gens sont réticents à venir, parce que ils n'ont pas tous bien vécu le télétravail, surtout quand on travaille, quand son bureau est une planche à repasser ou une table basse de salon, on commence à avoir mal au dos, mal aux épaules, enfin c'est pas ergonomique. Mais quand les choses sont ergonomiques, on peut très bien... Alors, c'est à l'entreprise d'installer les choses ergonomiques là. Les syndicats s'emparent de ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, enfin hier à la crise du Covid, c'est assez curieux parce que quand on parlait de télétravail, tout le monde disait oui, mais alors comment on s'assure de la qualité de vie au travail des salariés qui travaillent chez eux, de leur sécurité électrique. Tout le monde disait oui, mais moi je dépense de l'argent, mon électricité. Enfin, j'ai entendu des trucs. Je suis vert. Je voudrais pas faire d'élitisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent assez peu pour se dire que effectivement quand on travaille chez soi, ça coûte plus cher parce que il faut chauffer la maison toute la journée, parce que enfin oui, mais il y a pas de transport, il y a pas d'autres choses aussi. Oui, mais le transport était payé par la boîte, enfin enfin assez souvent. Bon. Et donc on s'est pas posé toutes ces questions qui sont des forces de résistance, mais qui sont en fait des protections de l'ancien modèle. Donc c'est les protections de l'ancien modèle. Alors tout ça, quand je parle je parle toujours des organisations responsabilisées, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on veut? Organiser une usine, organiser un open space, organiser un bureau, mais pour faire quoi? Enfin, quelle est la fonction de ça? Finalement, c'est quoi une boîte profitable? C'est une boîte où les gens se sentent bien, ils ont envie de bosser pour la boîte, et puis ça arrache, quoi. Enfin, voilà, une fois que tu as dit ça, est-ce que le bureau contribue à ça? Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Moi, c'est des réflexions basiques que enfin, en dehors du cadre habituel, mais basiques. À quoi ça sert un bureau? C'est une machine. Il y a des gens qui rentrent et il en sort des produits. Qu'est-ce qu'on fait de cette machine? Alors justement, en termes de résultats, est-ce que ça performe une entreprise libérée? Est-ce qu'on voit qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, quand même, ça a des effets concrets, mesurables par rapport à avant, ou alors c'est juste pour se faire plaisir? Alors, je te provoque, hein, monsieur. Ouais. Non, mais c'est des bonnes questions. Merci. J'ai pas d'inquiétude. Je vais revenir à Favi. Favi, pendant 20 ans, n'a pas augmenté ses prix, les a même réduits, et a gagné de plus en plus de pognon. Bon, voilà, une fois que on a dit ça, après on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Chez lui, quand j'ai travaillé dans cette usine qui était à Vervins dans l'Est, c'était la plus performante du groupe. Bon, voilà, c'est tout. Une fois qu'on a dit ça, c'est tout. J'ai pas de chiffres et des choses comme ça. Mais la vraie question, c'est pas la performance. La vraie question, c'est la pérennité, c'est la durabilité.
pérennité du système, parce que c'est pas un système stable. Alors que Taylor, c'est une pyramide. Pouf, c'est pas un système stable. Non, parce que ça. Raconte. Ben oui, c'est assez intéressant. C'est le système stable tant que le grand Manitou qui est là et qui tient la barque. Il dit c'est ça. Enfin, c'est un ayatollah du truc, quoi. Tous ceux qu'on a vu faire des entreprises libérées véritablement, enfin ceux qui ont fait de la pub, parce qu'il y en a plein qui en ont fait sans le dire. Eh bien, tous ceux que l'on fait sont des ayatollahs. Jusqu'à dire, pour certains, je pars 6 mois, je vous remets les clés, enfin je trouve ça n'importe quoi, mais enfin c'est un autre sujet, je vous remets les clés. Il y en a qui l'ont fait. Ouais, il y en a qui l'ont fait. Ils sont partis... 6 mois. C'est ma boîte, voilà les clés, vous démerdez. Et ça a marché. Ouais, ça a un peu marché. Ouais, il y a des choses qui ont marché quand même, faut être réaliste. Oui, parce que c'est déjà ce qu'on dit quand on recrute, quand on définit un poste. Il vaut mieux définir un poste avec une carrure large qu'un poste étroit. Parce que si tu as une carrure large, tu as des chances que celui qui occupe le poste grandisse un peu. Donc quand tu enlèves des niveaux, tu as quand même des chances que la nature ayant horreur du vide, que les gens prennent possession du trou laissé. Hein, donc ça peut marcher. Voilà, donc... alors, je reviens à la pérennité, qui est quand même une chose sérieuse. Parce que la majorité des expériences que j'ai vécues, qui sont des expériences qui ont duré 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai 35 ans de vie de ce truc-là, ont été mises à mal par un groupe qui ne comprenait pas ce qui se passait là, un peu le village gaulois, quoi, hein, le petit village gaulois que les Romains ne comprennent pas. Remis en cause aussi parce que finalement, à force de pousser les bornes, ils deviennent gênants sur le gauche. Et tant que le gars charismatique est à la tête du machin, si j'ose dire, eh bien, on le laisse tranquille parce qu'il a des résultats et ça performe. C'est le patron fondateur et au final, quand il parle, tout le monde s'arrête parce que voilà, il a la légitimité, l'autorité. La question, c'est le repreneur, c'est celui qui suit, qui a été éduqué, on ne sait pas trop comment, par des écoles de commerce qui disent des choses pas toujours très bonnes, vous êtes les meilleurs, etc. Donc vous avez les meilleures idées. Une question sur laquelle on se prend la tête en ce moment pour de vrai, sur un cas bien précis. Oui. Avec Energy Pool, c'est voilà, le jour où, comment on fait, quoi, comment on fait à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Le gourou à 64 ans, qu'est-ce qui se passe dans 20 ans? Et c'est la question qu'on se pose, et c'est la bonne question, mais c'est possible parce qu'on est dans une PME, une super PME incroyable, mais la difficulté est plutôt dans les grands groupes. Parce que dans les grands groupes, un site, une branche, une division peut être amené à faire des choses, mais si le message ne passe pas au niveau du groupe, eh bien, tu sais bien, les services centraux vont recruter le prochain directeur de cette branche. Qui va tout tuer, quoi. Qui risque de tout tuer. Et comme le modèle dominant n'est pas celui des entreprises responsabilisées, je te parlais de ce polytechnicien qui comprenait pas, chez Sanofi à l'époque, le sens, mais qui comprenait pas non plus qu'il pouvait y avoir moins de chefs, parce que c'est vrai que quand on a fait Polytechnique, je caricature, parce que c'est absolument pas vrai pour tous, mais lui était comme ça, il comprenait pas comment on pouvait manager ou piloter ou chefer un bataillon sans que le chef soit toujours présent, quoi. Quand je lui dis, mais la nuit, il y a besoin de personne. Comment la nuit, il y a besoin de personne? Sans chef, c'est pas possible. Parce que notre éducation, tout petit, dès l'école, le chef de famille, bon, ça c'est un peu logique, c'est de l'éducation aussi. Mais le manager, c'est de l'éducation aussi. Donc le manager, il est là pour éduquer. Mais manager, ça veut pas dire ce que j'appelle, moi dans mes chroniques, chef de gare, ou je sais pas quoi. Chef de gare, c'est celui qui siffle quand les trains arrivent. Ça fait pas arrêter le train qu'il le siffle, hein. Bon, ça a d'autres fonctions, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Il est porteur de petits messages dont il oublie les messages. Enfin, mettons les gens, aujourd'hui en plus, avec ce petit machin qui n'est pas dans ma main, mais que vous comprenez tous, ben, ce petit machin permet à chaque opérateur, si on lui donne le droit, d'être en contact avec tout le monde au niveau de l'organisation de l'entreprise. Donc effectivement, le monsieur informatique, il est en relation directe avec le service informatique. Je te rappelle, avant c'était, il a un problème d'imprimante, il demande au chef, qui demande au chef, qui demande au chef, qui demande au chef informatique, tout ça parce qu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante. Et tout ça avec un formulaire à contresigner. Bon. Et donc, si le gars devient compétent sur l'imprimante, il sait changer le papier, il sait changer les rouleaux d'encre ou les je sais pas quoi d'encre, et puis il commence à dépanner la bacane parce que les informaticiens l'ont aidé. Il y a un truc génial qui se met en œuvre,
l'ordre, c'est que lui, il grandit, et puis les gens qui étaient des experts, ils se débarrassent des choses dont qu'ils n'avaient pas tellement envie Mais de ça ne les faire. passionne pas au service informatique, de se déplacer pour un bourrage papier. Voilà, ça les passionne pas. Et donc, moins ça les passionne et moins ils viennent, et donc plus tout ça s'embrouille, alors que finalement, on va les cantonner dans de l'expertise de l'informatique, parce que la maintenance de premier niveau et de deuxième niveau de l'informatique se fait sur le terrain. Et alors le gars, lui, en revanche, par exemple, on lui dit quand il y a une panne informatique, et ça fait partie du périmètre de subsidiarité, tu as 1 heure pour la réparer. Si au bout d'1 heure, tu n'as pas su la réparer, tu fais appel. Quand tu bricoles ta voiture, tu bricoles, puis quand tu peux plus, tu fais appel au garagiste. Mais ça sert à rien de la mettre en pièces détachées par terre. Non, mais sauf si tu es capable de le faire. Et à ce moment-là, ton périmètre de subsidiarité, c'est pas 1 heure, c'est peut-être 3 heures. Parce que les autres ne feront pas mieux. Le temps qu'ils viennent, le temps qu'ils comprennent, le temps qu'ils viennent avec des outils, parce que d'habitude ils viennent en touriste, et bon, voilà. Donc, le périmètre de subsidiarité, c'est par exemple dire à des opérateurs sur une ligne, tout ce qui se passe dans l'heure est de votre responsabilité. Tout. Après, est-ce que tout ce qui se passe dans la semaine est de votre responsabilité? C'est un autre débat. Et puis, on n'est pas obligé de donner le même périmètre à toutes les fonctions. Finalement, les fonctions de l'entreprise, elles sont connues. Et la fonction finance, est-ce qu'une équipe a le droit de dépenser de l'argent? Ah non, alors il faut signer en 42 exemplaires à 4 niveaux, 6 niveaux, 8 niveaux, enfin peu importe. Et je signale quand même que le signature à 8 niveaux coûte plus cher que les 100 € qu'on voulait investir pour... Alors, par exemple, chez Favi, ils avaient, je sais plus la somme, ils avaient une somme qu'ils pouvaient dépenser comme ils voulaient. C'est-à-dire, ils amenaient les notes. Qui va acheter une pièce de métal, il va l'acheter, ils amènent la note et personne s'en occupe. Hein? Donc, tout ça, c'est le périmètre de subsidiarité. Comment on le définit? Jusqu'où on a le droit d'aller? On était où? Parce que je m'emballe, mais on était sur la transmission des entreprises et... Oui, alors voilà, la pérennité. C'est le vrai... Tant que le système dominant est un système hiérarchique, on va dire, on aura du mal. On aura du mal. Alors, voilà, enfin, ça, on le sait. Alors, c'est pour ça que je dis que c'était instable. C'est instable, pas dans le court terme. Si, il y a une instabilité de court terme permanente, puisqu'on est en système grandissant permanent. La responsabilisation est un processus où les périmètres de subsidiarité ne font que s'écarter en y injectant de l'expérience et de la compétence. Alors justement, par rapport à ça, il y a un modèle qui est plutôt capitalisme nord-européen, où globalement, il faut que, si on veut conserver la culture d'entreprise, il faut que les actionnaires soient vraiment partie prenante et voient la valeur de ça. Oui. Qui disent, attention, ça, on touche pas, on casse pas, on va pas aller rationaliser au demi-mouchoir près, parce que sinon on va casser l'édifice et la performance va s'écrouler. Je crois que c'est un peu ce qui s'est passé chez Favi quand c'est passé dans des mains différentes. Ouais, les résultats, tout a été un peu changé. Oui, mais. Et du coup, ce qu'ils font là-bas, pour dire ça, c'est qu'ils ont un système où ils créent par exemple une fondation. Oui. Je crois que c'est Bosch qui fait ça. Et ils disent, les héritiers, ils sont cons comme des pelles. Enfin, je dis pas chez Bosch, je les connais pas, moi, les enfants de Bosch. Hein. Alors, les fils à papa, c'est autre chose encore. Ils sont musiciens, ils sont je sais pas quoi. Mais ils géraient des boîtes, voilà, c'est pas leur truc. On va pas demander aux enfants d'un entrepreneur de gérer alors que le gars, il veut faire, je sais pas quoi, moi. Et tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Exactement. Et du coup, l'entrepreneur, le patron, met ses actions, ses parts dans une fondation qui est majoritaire. Voilà. Et puis les enfants, on leur met une rente, puis comme ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie ou pas. Enfin bon, allez, si on est un peu. Et cette fondation, on met ce qu'on appelle un curé, c'est-à-dire quelqu'un qui est garant de la ligne du parti. Ouais. Et au final, on dégage en fait l'aspect. Oui, alors. Ça, c'est l'enjeu financier primaire sur la gouvernance, quoi. Oui, mais ça veut dire des actionnaires à un moment donné qui sont convaincus de la cause. À partir du moment où mais quand on est dans une entreprise responsabilisée, on a des actionnaires convaincus de la cause. On est du verbe naître ou quand on est du verbe être. Quand l'entreprise naît responsabilisée, et j'ai tendance à dire que de toute manière, c'est plus facile d'être responsabilisé. Alors, je prends souvent cet exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises responsabilisées. C'est les PME et pour aller plus loin, les startups.
Quand on est dans une start-up, on est un, donc déjà il n'y a pas de hiérarchie, chacun fait tout et le gars fait tout. Et l'entreprise a la responsabilité puisqu'il y a un seul mec. Voilà, donc il fait tout. Bon. Ensuite, quand on est 2 ou 3 ou 4, c'est pareil, tout le monde fait tout. Il n'y a pas le rôle de l'un, il y a des compétences, mais dans le fond, dès qu'on est 4, 5, 6, ça se débrouille bien. Le mal commence quand on est nombreux. C'est-à-dire que quand on devient 50, 100, 250, 3000, alors là, évidemment, la théorie des organisations dit qu'il faut décomposer. Je continue à dire qu'il faut décomposer. Mais pourtant, on pourrait avoir, et d'ailleurs, c'est ce qu'essayent de faire les grands sans réussite, c'est d'installer des startups au sein des grands groupes pour que ça diffuse un peu cette notion de oui, c'est possible de faire des choses très vite. L'agilité, quoi, si on veut faire consultant. Donc faire des choses très vite, oui, on peut prendre des décisions très vite, parce que finalement, dans les grands groupes, on s'aperçoit que les gens sont sclérosés de la décision. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans une culture qui n'est pas non blâmante. Donc si celui qui prend une décision depuis tout petit, quand il a pris une décision, il prend pas trop de décisions, il attend la couverture, le parapluie, le machin, et du coup, le temps passe. Parce que le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est le temps. Alors certains diraient que c'est l'argent. Non, c'est le temps. C'est le temps. Évidemment, l'argent, comme disait Zobrist, en comparant l'argent et l'oxygène qu'on respire, il disait on ne vit pas pour respirer, on respire pour vivre. Donc l'argent est nécessaire à la vie. Mais si on arrête de respirer 10 minutes, ça se passe mal. Oui, l'argent est nécessaire. Donc c'est une nécessité. On parlait tout à l'heure de la finance. C'est une nécessité. Et on en parlait bien pour dire que si on veut agir, il faut quand même un peu de finance. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est la mission. La finalité, c'est le grandissement. L'entreprise, c'est un processus qui grandit. C'est un processus qui va quelque part. C'est une œuvre collective qui va quelque part, une œuvre collective et éphémère, si on compare à une œuvre d'art. C'est un bloc de glace qui a été sculpté et qui va définitivement fondre si on ne le met pas au frigo. Donc ça veut dire, c'est quoi la mise au frigo de cette œuvre ? Alors, je ne sais pas pourquoi je parlais des startups, mais les startups, c'est quand même un modèle. Ce qui veut dire que la génération des start-upers va arriver dans l'entreprise sans comprendre du tout la hiérarchie. D'accord ? C'est possible. Donc eux, quand ils vont perdre leur start-up, parce qu'il y en a quand même 4 sur 5 qui ferment, alors ils vont peut-être recréer des start-up, mais on est un peu exsangue quand on sort d'une entreprise comme celle-là, donc on est un peu fatigué. Un peu cuit, ouais. Donc on se met un peu, malgré ses principes, on va dans des boîtes pour travailler, parce qu'à un moment donné, il faut gagner sa vie. Et là, déjà que les jeunes dans les organisations commencent à ruer dans les brancards, je pense que dans quelques années, ça va être pire, parce que toute cette génération de start-upers qui va se retrouver dans les entreprises, moi je l'ai vu au niveau des consultants, de plus en plus les consultants, ils sont de passage, mais c'est des très bons gars et des très bonnes filles, mais ils sont de passage, et surtout ne va pas les encadrer. Va les manager au contraire, ils ont besoin d'extrême management, surtout les jeunes. Extrême management, c'est-à-dire extrême grandissement, extrême compétence qu'on a à transférer, et extrême aide à faire prendre des décisions. Mais ne va pas trop les encadrer, parce que moi je me rappelle dans ma boîte, au bout d'un an, une jeune femme c'était son premier job, elle dit « Comment ça se fait que je ne sois pas dans le groupe qui définit la stratégie de l'entreprise ?» Avait-elle tort, avait-elle raison, mais au bout d'un an, c'était un peu jeune quand même. Et par rapport à ce que tu disais sur la finance, moi personnellement, ce que j'ai tendance à considérer, c'est que une entreprise fonctionne avec un patron. À la base, il y a le patron, parce que déjà à la base, il est tout seul, donc à la base, c'est un patron. Ensuite, il y a des personnes qui travaillent autour de lui. Et puis, à un moment, il faut rajouter le financier, ou même au début, des fois, ça dépend pour le financier. Et je pense qu'il faut respecter en fait les rôles de chacun. Et le financier abandonne son épargne, parce que quand tu investis dans une société, tu abandonnes... Quand tu parles du financier, tu parles du capital. L'investisseur, le capital. L'investisseur, le capital. Tu abandonnes ton épargne contre un bout de papier qui dit tu es propriétaire de l'entreprise. Et puis si jamais l'entreprise coule, et ton épargne, tu peux te la... voilà. Et à l'inverse, tu prends ce risque en contrepartie d'une rémunération. Mais il ne faut pas que cette rémunération empêche les autres de vivre. Et c'est là où je dis que c'est un organisme. Parce que l'investisseur amène du fuel et en contrepartie, il participe à l'intéressement des résultats, il a sa part. Et ça, en fait, je pense qu'il y a un respect à avoir à la fois des salariés
et des actionnaires, mais qui marchent ensemble, quoi. J'ai pas de problème avec ça. La seule question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on met de l'argent, du capital dans une entreprise. Parce qu'on veut que ça marche. Je sais pas, c'est parce qu'on veut... Enfin, ça, c'est chacun mettra son... il y a des gens parce que c'est fun. Mais non, mais il y a des gens qui mettent de l'argent chez MSF et d'autres qui le mettent chez je sais pas quelle boîte, mais n'importe quelle boîte, chez Danone. Enfin, je veux dire, quand tu mets ton argent chez MSF, tu sais que tu n'y verras pas ces petits, parce que c'est fait pour être dépensé. Quand tu mets ton argent dans une start-up, il y a plusieurs raisons de mettre de l'argent dans une start-up, parce que les start-upers, c'est pas eux qui mettent l'argent, on est bien d'accord. Donc, cet argent, il est généralement fait par des financiers qui espèrent un grand retour sur leur investissement, un très gros retour sur l'investissement. Et puis il y en a simplement pour participer à l'aventure, parce que c'est fun. Et d'ailleurs, le crowdfunding ou les choses comme ça, tu as plein de nouveaux investisseurs qui sont fun, parce qu'ils savent bien qu'ils mettent 100 balles, 1000 balles, 10 000 balles d'euros ou d'autres choses, mais parce que cette idée les intéresse. Donc, on a eu cette discussion d'ailleurs avec les actionnaires d'Energy-Pool, dans le fond, chaque actionnaire doit se poser la question de pourquoi il est là. Est-ce qu'il est là pour faire un gros retour sur investissement? Est-ce qu'il est là pour certains petits dividendes? Est-ce qu'il est là pour participer à l'aventure? Et by the way, y retrouver des choses. Donc c'est le dogme fondateur qu'il faut réveiller. Pourquoi mettons de l'argent dans une entreprise? Bon, évidemment, assez souvent la réponse c'est finance. Bon. En partie, oui. Comme je disais, si t'as pas de retour sur investissement, au bout d'un moment, il n'y a plus d'investissement. Oui, mais je ne dis pas que tous les investissements devraient être comme ça. Et puis, je te rappelle quand même qu'on a dit que les entreprises libérées ou responsabilisées, parce que je préfère les appeler comme ça, sont des entreprises qui, a priori, sont plus profitables que les autres. Donc, si elles sont plus profitables que les autres, elles peuvent partager mieux le résultat. Et c'est ça que je trouve génial, en fait, c'est que au cœur de l'entreprise responsabilisée, il y a une mission. Et au début, quand la loi Pacte est passée, je me suis dit, mais c'est bien une connerie, ça, de donner une mission à une entreprise, parce que dans l'acceptation globale, une entreprise est là pour faire du profit. Ouais. Et si on commence à mettre une mission, ça veut dire qu'on introduit une notion politique. Elle a une cause. Ouais. Et quand c'est le ministre qui te dit ça, tu te dis bientôt c'est lui qui va te la donner la mission, quoi. Donc ça rappelle. Et puis en y réfléchissant, tu te dis mais en même temps pourquoi on bosse? On bosse pour gagner sa vie, bien évidemment, mais gagner sa vie c'est une nécessité, mais c'est nécessaire mais non suffisant. Et là où on s'éclate, et tous les patrons le savent, c'est quand on gagne sa vie en faisant quelque chose qui a du sens. Il faut du bonheur à tous les jours, c'est pas du bonheur à la fin de l'année. Et pour l'investisseur, c'est pareil. Pour l'investisseur, c'est pareil. Tu peux pas investir. C'est peut-être pareil. Oui, mais je veux dire, dans le fonds de pension américains qui sont des gros investisseurs ne cherchent pas le bonheur des gens. Ça se saurait quand même. Le bonheur des gens, j'en sais rien, mais est-ce qu'ils cherchent pas du sens en disant moi j'ai investi là-dedans plutôt que là-dedans? Ils cherchent leur pension alimentaire et avoir les rémunérations des pensions alimentaires. Oui, quand ils connaissent pas, parce que quand tu investis dans un fonds de pension, mais la majorité des gens, quand tu investis dans une boîte avec des gens, tu serres les louches, tu vois les gens, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi c'est ça, c'est l'investissement raisonable, pour pas dire responsable, pour pas dire humain. Normal, direct quoi. Oui, mais c'est pas vrai. Excuse-moi de dire, c'est pas vrai. Non, mais vas-y. Je pense que la majorité de l'investissement, c'est pas de l'investissement humain, c'est de l'investissement rentable, c'est de l'investissement financier. Mais quand tu investis dans l'humain, il faut que ce soit rentable. Ce serait mieux, mais de toute manière, c'est mieux. Ou alors on a raté, puis ça arrive, on a raté. C'est toujours mieux que ce soit rentable. Quand on rate, le salarié perd son boulot, toi tu perds ton pognon, et puis voilà. Mais les gens qui jouent à la bourse, moi j'ai jamais joué à ça, donc je suis un peu critique là-dessus, mais les gens qui investissent et puis qui revendent et qui machin et qui font des coups et des trucs, c'est pas des gens qui pensent aux sommes. L'investissement responsable, c'est l'investissement dans la durée. C'est pas l'investissement sur un coup. Je suis certain que pendant le Covid, il y a des gens qui ont boursicoté. J'avais même à l'époque, mais il y a très longtemps, je pense que c'était au moment de la guerre du Golfe, j'avais un comptable, il s'était mis en vacances pendant un mois pour faire des affaires. Il avait gagné pendant la guerre du Golfe 2 fois sa mise annuelle. Bon, en 3 mois, quoi. Donc, avait-il raison, avait-il tort? Il a fait de l'argent. Bon. Ouais, mais ça a son utilité, les marchés financiers, mais on parle pas de ça, là. On parle d'investissement dans les PME. Voilà. Alors, quand tu parles d'investissement dans les PME, bien sûr, de toute manière, l'investissement dans les PME, c'est un investissement de proximité. Donc, c'est un investissement, tu connais les gens. En tout cas, moi, j'ai investi dans une boîte à Besançon, puisque t'es du Jura. Voilà, ça fait 10 ans que j'y suis encore.
Et tu vois, il y a un truc que je trouve fou quand même, c'est qu'aujourd'hui, une boîte qui fait un appel public à l'épargne, donc qui dit à tout le monde j'ai besoin de pognon et aux gens autour d'elle, et ben c'est pas légal. Ouais, tu peux pas faire. Tu vas pas m'entraîner, ça je sais pas. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on considère que les gens sont aptes à acheter des actions du CAC 40, mais ils sont pas aptes à investir dans des boîtes en direct parce que ils mesurent pas les risques, parce que ils parlent pas anglais, parce que je sais pas quoi. Tout est fait au niveau des impôts pour défiscaliser l'investissement français. Donc je sais pas exactement de quoi tu parles, mais quand tu investis dans une boîte, tu diminues tes impôts. Bah aujourd'hui, si on prend l'entreprise Pomme de Pain là, puis je dis à tout le monde venez voir ce qu'ils font, c'est super, vous faire un reportage, machin, vous appelez Pomme de Pain, vous pouvez leur envoyer du blé parce qu'ils font une levée de fonds. Mais je me fais défoncer, c'est interdit. Oui, mais il y a des lois et les États sont pas les premiers modernistes des choses, c'est-à-dire que. Mais je trouve ça dur en fait parce que ça coupe les gens, tu vois, de ces investissements. En tout cas, moi j'ai voulu investir dans l'entrepreneuriat et j'ai investi et j'ai pas eu de limite, enfin j'ai pas eu de problème. Donc tu parles de ton cas qui est un cas un peu particulier et que je peux comprendre. Je veux dire, c'est plus facile de parler d'une action du CAC 40 parce que c'est sécurisé que de parler d'une PME. Ouais. Parce que on va te dire, mais monsieur, c'est des risques inconsidérés, alors qu'on parle d'investir dans des gens. Oui, mais d'un autre côté, un projet. D'un autre côté, plutôt investir dans un projet, parce qu'investir dans des gens. La plupart des boîtes maintenant, c'est des gens. Il y a beaucoup de boîtes, il y a plus de matériel. Oui. Alors tu parles de. Oui, ça c'est. J'ai investi dans une boîte là, c'est des start-upers du Bitcoin, c'est que des têtes d'ampoule, mais je veux dire, ils sont attachants, ils sont bons, ils font des trucs, mais il y a pas, les machines, c'est une vingtaine d'ordi quoi. Oui, tu vois, il y a pas de machine, il y a pas de four, il y a pas de bien matériel. Bah oui. Donc on investit bien sur des gens quoi. Oui, mais est-ce que l'investisseur investit vraiment sur des gens ou est-ce que l'investisseur investit sur une vision? Est-ce que l'investisseur... les deux. Oui, mais c'est une question. Alors, évidemment, dans les startups, c'est un monde petit, où il y a des investisseurs, enfin, il y a des rencontres, et puis comme la boîte est toute petite, on la comprend tout de suite, mais parlons plutôt des ETI qui auraient peut-être besoin de financement, où là, on va pas les rencontrer, parce qu'ils sont pas sur des plateaux où ils sont pas dans les cowork de start-up, et donc là, c'est plus problématique, et puis tu peux pas rencontrer les patrons, parce que c'est difficile. Donc, la start-up, c'est pas grand-chose. Mais tu vois, moi, je pourrais en faire venir des patrons. Aujourd'hui, on a les moyens de mettre les gens à plat. En disant, allez, moi je fais venir monsieur Pomme de Pain, et puis qu'est-ce que tu fais Je fais des pommes et du pain, ah bon, c'est super. Mais monsieur Pomme de Pain devrait pouvoir trouver les moyens de le faire quand même. Si toi t'as pas le droit, lui il a le droit, puisqu'en fait c'est l'entrepreneur. Ouais. Bon, enfin. Mais tu vois, c'est pas totalement mon sujet pour être clair non plus. Hein. Mais ce qui est mon sujet, c'est de dire que la stabilité de ce modèle est délicat et repose sur un actionnariat intelligent. Quand on est dans une PME, et repose sur un pilotage de groupes, parce que les compagnies sont des groupes internationaux encore plus intelligents, et il y a une autre limite, quoique j'avais fait une conférence sur le sujet, c'est la culture nationale. Il y a des cultures qui ne vont pas bien. Alors d'abord, il y a des pays sous-développés, d'accord, où la connaissance n'est pas au même niveau culturel qu'en Europe du Nord, j'ai envie de dire, ou de l'Ouest, et donc où il est plus difficile ça fait un peu bobo de parler de responsabilisation. Donc il y a déjà des pays où c'est très délicat parce que, puis en plus on a des cultures du chef très très ancrées. Je vois certaines républiques de l'ancienne URSS où prendre, même aujourd'hui, des responsabilités, c'est complètement contraire à ce qu'ils ont vécu pendant 40 ans. Donc c'est très difficile. Donc c'est très difficile de faire changer. Moi, j'y ai travaillé un peu, mais c'est très difficile. Donc les pays sous-développés, c'est très difficile. Et puis il y a des pays où, notamment le Japon, qui n'est pas responsabilisant, hein, contrairement à ce qu'on pense. Le Japon, peut-être l'Allemagne également, où on respecte la loi, rien que la loi et que la loi. Donc on est très légaliste. C'est vrai que l'agilité ou l'innovation ne vient que par le fait qu'on ne respecte pas toujours les lois. Donc si on respecte l'innovation est transgressive. Voilà. Et si on ne transgresse pas, alors on est un peu fossilisé. Faible, un peu voilà. Et donc, c'est vraiment un problème de culture.
Puis la culture de la faute n'est pas la même non plus, à droite, à gauche. La culture de la réussite et du pognon, disons-le comme ça, n'est pas la même non plus dans les pays anglo-saxons, dans les pays latins. Et donc, il faut tenir compte de ça. Ce qui fait qu'un groupe international... Moi, je me rappelle... tiens, voilà, un exemple typique. Je te parlais de Lu, où j'avais travaillé dans une usine, et vraiment, j'y ai travaillé longtemps, 8-10 ans, je pense aussi. À un moment donné, Lu a été vendu à PepsiCo. PepsiCo, boîte américaine. Et PepsiCo a dit, je veux voir qu'une tête, toutes les usines du monde sont comme ça. Je veux voir qu'une tête ? C'est-à-dire toutes les usines, c'est une expression. Je veux voir qu'une tête, c'est-à-dire qu'il faut tous ressembler à mon usine modèle. D'accord. En gros, tout ce que vous avez fait, ciao, vous arrêtez les conneries, maintenant on va bosser. On est des gens sérieux. Voilà. Et donc, parce que vous comprenez, le grand patron américain, quand il descend en France ou en Italie ou en Inde ou je sais pas où, il veut voir tout pareil, comme si tout pareil était l'idéal. Bon, je pense que la culture indienne, la culture chinoise, la culture allemande, la culture française méritent quand même qu'on s'y attarde un peu. Mais voilà encore un sujet de non-pérennité. C'est-à-dire qu'en fait, voilà une boîte française, Danone, où les patrons avaient encore le droit à l'époque de faire des choses qu'ils avaient envie de faire. Emmanuel Faber. Pardon ? Emmanuel Faber. Non, c'était bien. Oh, il était déjà mais il n'était pas président. Enfin, c'est du temps de Ribot encore. D'accord. Du fils. Hein. Quand ça a été vendu à PepsiCo, voilà, tout s'est effondré. Enfin, et en fait, le drame. C'est pas le drame du patron qui a mis ça en place, c'est le drame des 350 personnes qui étaient dans l'usine où on a travaillé, qui ont été obligés de revenir à un système antérieur. C'est possible ça ? On revient au système antérieur quand on a connu et que... Le système dominant, c'est celui-là. Donc, quand on revient à avoir des chefs bêtes, on a des chefs bêtes, on a des gens bêtes. Parce que le chef bête est là pour... réduire les subsidiaires. Mais ils doivent être malheureux comme les pierres du chemin. Ils sont sûrement malheureux, mais j'y travaille plus, donc je suis un peu malheureux de ne pas savoir. Et ils n'ont pas tendance à partir J'ai aucune expérience sur le sujet. Je ne suis qu'un consultant, quand le client n'est plus là, j'ai un peu de mal à rester. Oui, mais j'ai été débarqué par PepsiCo de la même façon que d'autres. Donc ça a été assez violent. Je me rappelle une réunion de directeur où le mec a dit c'est comme ça. Bon, monsieur le directeur industriel, ok. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis rien, je suis qu'un consultant. Enfin, en plus, le drame a été pour moi, mais le drame était surtout pour les gens. Quoi. Comment on t'explique ou comment tu peux penser que pourquoi en fait les entreprises responsabilités ne se développent pas plus vite si c'est plus performant, les gens sont plus heureux et ça crache des flammes? Pourquoi il n'y en a pas partout? Parce que je t'ai déjà dit, le système éducatif, les gens ont peur du changement. Est-ce que ça va marcher chez moi? On a un système qui crache déjà pas mal. Je suis planqué parce que finalement un système responsabilisant, c'est un système qui interroge. C'est un système qui pose des questions tous les jours, à tout le monde, à tout le management. Mais ça plaît aux entrepreneurs, ça. Ouais. L'entrepreneur, c'est un mec qui se remet en question tout le temps. Quoi. Alors, j'ai écrit un papier qui dit où sont les entrepreneurs. Maintenant, on a des directeurs. Des directeurs, ce sont des gestionnaires. C'est-à-dire qu'avant, l'entrepreneur, il devait entreprendre. Aujourd'hui, c'est des dirigeants qui doivent gérer un budget qui est piloté par le central. Avant, ils avaient des budgets annexes. Maintenant, il n'y a plus de budget annexe. Tout a été vraiment compressé au niveau du central, puisque c'est la finance qui a pris la main sur l'humain, en fait, j'ai envie de dire ça. Et donc, la finance, la direction financière, qui fait les projections, les rentabilités, etc. Et qui ne laisse plus la main au patron de service. C'est les business plans, c'est bien que c'est du bullshit. Oh, c'est encore autre chose, ça. Non, mais quand tu dis c'est la direction financière qui prend la main, mais on sait qu'on se raconte une histoire. Oui, mais un business plan, ça n'existe pas. Ouais, ça existe sur Excel, mais effectivement, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais regarde... Le gars qui te dit je vais faire 2 millions l'année prochaine, c'est un menteur. Mais regarde le processus budgétaire. Ça commence généralement dans les grosses boîtes en juin. Juin-juillet, on fait le premier machin, c'est un peu intelligent. Puis on le présente, on se fait laminer en septembre, on se fait laminer en octobre, on se fait laminer en novembre, et il y a un dernier coup de lame en décembre. Mais ceux qui prennent le coup de lame, ils savent pas vraiment ce qui se passe, et en fait c'est des raisons extérieures qui font... Et donc le gestionnaire de ce budget se retrouve devant un truc affaibli, affadi, dans lequel il a pas grand moyen de se démener, quoi. Donc il devient gestionnaire et non plus patron.
D'ailleurs, je suis toujours un peu curieux quand on me parle de patron, je dis, les patrons, il a mis de l'argent ou... Ah ben non, il est salarié. Ah ouais, c'est un salarié. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un directeur de business, mais il n'a pas vraiment mis sa peau sur la table. Il n'a pas mis son truc. On lui a peut-être donné des stock options parce que lui, il a le droit d'en avoir. Excuse-moi, je suis un peu... Non, ça me choque pas. Moi, je suis très dur avec les administrateurs. Je suis un peu rebelle, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un patron, quoi? C'est le mec qui a apporté un minimum de capital, quand même. Ah bah c'est le mec qui a sa peau sur la table, qui prend les risques. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a plus de patrons, on a des gestionnaires, surtout dans les grosses boîtes mondiales. Et donc le gestionnaire, c'est pas l'âme de l'entrepreneur. À l'étranger, il y en a des grosses boîtes mondiales qui ont des entrepreneurs à la tête? Ouais. Ouais, il y a un modèle pour ça. Enfin, je veux dire, une fois que le fondateur est... Alors, est-ce que ça va durer Voilà. À qui tu penses, par exemple? Gore. Pardon? Gore, la société Gore. Oui, mais c'est le fondateur, non, Gore? Ouais, je pense. Non, je crois que c'est je sais plus bien. Mais enfin, il y a des modes. Alors, il pourrait y avoir des modèles. Parce que quand ta boîte, elle vaut 200 millions, c'est compliqué de trouver un patron qui est capable de mettre 50 millions pour prendre la tête de la boîte, quoi. Alors, c'est le problème de la deuxième génération. Ouais. Alors, moi, je connais une entreprise, par exemple, qui est très libérée, responsabilisée. C'est une boîte qui est dans le service de climatisation chauffage, c'est Hervé Thermique. Alors, à la tête, il y a à nouveau un entrepreneur extrêmement charismatique qui s'appelle Michel Hervé, qui a été d'ailleurs député européen, etc. Et qui a développé un système de boîte assez responsabilisé jusqu'au point qu'effectivement, il y a un système de contrôle ou de régulation, mais les salariés eux-mêmes choisissent leur salaire. Donc avec un certain nombre de régulations. Donc on voit bien là que la subsidiarité a été étendue très largement sur des sujets sur lesquels on a peur d'aller assez souvent. Chez Favi aussi, je crois qu'ils se distribuaient les augmentations. Oui, mais peut-être, mais pas autant. D'accord. Pas autant. Ah, et là, ils définissent ses salaires. Alors ils définissent, donc il y a des cercles de parole sur lesquels chacun définit, et puis il faut que les équipiers soient d'accord, et puis il y a un système de régulation parce que ça pourrait monter à une inflation terrible, donc il y a des systèmes de régulation, mais oui, ils parlent des salaires, et ils parlent en équipe de leurs évolutions. Donc bon voilà, et donc Michel Hervé a un groupe, aujourd'hui je pense qu'il y a 2000 personnes dans ce groupe, 2500 personnes, donc voilà une PME dans laquelle sont installées des pratiques intéressantes. Bon, maintenant, Michel Hervé est en train, c'est un homme, j'oserais pas dire l'âge de Michel, puis voilà, et puis je pourrais tellement me tromper, mais il est en train de se retirer. Hein. Donc, largement passé les 60 ans. Ah oui, très largement. Et donc la question de la suite, je connais son fils également, est posée. Alors là, en tant qu'héritier, hein, c'est aussi très difficile d'être le fils à papa, parce qu'on sait bien ce qu'on dit, le papa crée l'entreprise, et la deuxième génération... le fils la gère et le petit-fils la coule. Voilà. Donc c'est quand même ce qu'on dit habituellement. Donc nous espérons au fils Hervé que ce ne sera absolument pas ça. Et oui, mais c'est pour ça, je pense qu'il y a un modèle à inventer autour de la transmission, parce que, en fait, les initiatives, c'est dommage de s'arrêter au stade de la PME, quoi. Parce que le patron est trop vieux et que voilà, et c'est quand même couillon. Non mais il y a un modèle de transmission à là, on est dans une époque de transition entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est un flux, hein, c'est aussi un process qui évolue. On peut pas dire que là, il n'y a pas, puis après, il y a des tas de choses qui se font, et puis l'évolution fait qu'à un moment donné, on dit, bah oui, là, il y a un vrai truc. Donc, je commençais à dire que les start-upers commencent à changer d'esprit. Dans les écoles de commerce, il arrive qu'on soit invité pour faire des conférences sur les organisations responsabilité libérée. Maintenant, les étudiants, moi j'ai été prof à un moment de ma vie, donc je vois bien ce que c'est un étudiant, c'est un gars qui écoute et qui comprend rien, parce qu'il n'a pas de vécu. C'est-à-dire que comment on peut parler d'organisation responsable, sauf dire ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que ça donne dans la tête d'un étudiant? C'est-à-dire que celui qui a vécu 2 ans, 3 ans, 5 ans dans une organisation, il voit bien ce que c'est qu'un petit chef, il voit bien ce que c'est que la relation, il voit bien que t'es sclérosé dans tes responsabilités, mais celui qui l'a pas vécu, il t'écoute, il dit oui, c'est gentil, c'est bien. On en revient au téléphone
téléphone arabe, le prof qui a lu ça dans des bouquins et qui le répète à l'étudiant, à la fin, donc, c'est plus trop crédible. Mais d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était très difficile de faire des cours des étudiants parce que, comme ils n'ont pas de vécu, ils n'ont pas de retour, alors que quand on fait une formation des adultes, évidemment, les questions fusent parce que ce que tu dis éveille en eux des souvenirs, des réflexes, des interrogations, et c'est beaucoup plus passionnant. Pour ma part, l'éducation première, elle est fondamentale, mais pour le professeur, c'est plus intéressant d'avoir une salle qui réagit, parce qu'il y a de la connaissance, parce qu'il y a de l'expérience. Et alors, j'étais en train de dire quand même que il y a tout ce monde des startups, il y a tous ces gens qui veulent pas d'une hiérarchie lourde, il y a tous ces gens qui, au bout d'un an, veulent déjà être dans les stratégies, même s'ils sont opérationnels, participer à l'élaboration de la stratégie. Donc là, moi, j'ai confiance dans la jeunesse, mais à quel moment la jeunesse sera aux manettes ? Et puis à nouveau, aujourd'hui on parle beaucoup de l'ENA, on pourrait parler d'autres corps dans lesquels on forme des gens à qui on a dit vous êtes les meilleurs et les meilleurs et les meilleurs. Donc de toute manière les autres ne comprennent pas ce que vous comprenez, donc c'est normal que je dirige, que je pilote en commande and contrôle. Quelqu'un que je connais bien, Charles Le Gap, qui me disait que l'ENA c'est l'école des Agnans. Je sais pas si tu as lu le petit Nicolas. L'école des Agnans. Tu sais, dans le petit Nicolas, il y a Agnan, c'est le premier de la classe à lunettes, là, qui balance le copain qui copie. J'ai bien fait d'enlever mes lunettes. le type qui a aucun caractère, mais qui écoute la maîtresse. Voilà, oui, alors il est bête et répète. Ouais. Et c'est l'école des Agnans, quoi. Mais il a de bonnes notes. Mais l'école aime bien ça. L'école n'aime pas forcément des gens qui remuent un peu beaucoup. Je te disais l'autre jour que dans mon premier job, quand je suis sorti, on m'a traité d'asocial. Je suis consultant, je suis plutôt social, une conversation assez simple. Mais j'étais asocial parce que j'étais mon premier travail, j'étais dans l'informatique parce que j'ai fait des maths appliquées. Enfin bon, on peut revenir là-dessus, mais donc à l'époque, quand on sortait des maths, on faisait de l'informatique, et donc je me suis trouvé dans un service informatique où j'avais un petit chef con, quoi. Un mec vachement intelligent, ingénieur des mines, donc très, très grosse formation, moi qui venais de la fac, enfin bon, mais qui n'avait pas compris ce que c'était que le boulot de manager, quoi. Donc j'ai évidemment rué dans les brancards, parce que moi alors il était hyper compétent, ça faut quand même le dire, mais il n'apportait jamais de grandissement et jamais de support. Donc il te traitait très mal, quoi, comme un petit chef peut traiter. Donc effectivement, j'ai été asocial pendant cette période de temps. Mais alors pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, moi, révoltez-vous. C'est le moment. Enfin, et les jeunes sont en train de se révolter contre un système c'est comme le bureau. Il faut aller au bureau pour travailler. Mais d'où ça sort ce truc ? Moi, ça fait 35 ans que j'ai plus de bureau physique. Dans ma boîte. Même en tant que président, j'avais pas de bureau, donc je me mettais là où je me mettais. Je travaille aussi bien au café que. Alors, ça c'est moi. Il y en a qui ont un peu plus de mal à travailler dans des environnements bruyants. Mais moi, je travaille n'importe où, et je pense que les gens peuvent à peu près travailler n'importe où. En tout cas, chez eux, ils doivent pouvoir travailler. Certains ont besoin de faire un espace pour travailler, d'autres pas. Certains peuvent travailler sur la table du salon. Ça, chacun son truc quand même. Mais donc, révoltons-nous contre les dogmes, contre les croyances. C'est au bureau qu'on travaille. Ça date du début du XXe siècle. Ouais, c'est pas plus vieux que ça, donc il faut aussi laisser un peu de temps. Ah oui, oui. Donc, il nous faudra 30 ou 40 ans pour sortir de l'ornière, et j'espère que cette jeunesse grandissante, mais on voit bien, elle est fluide, elle cherche, elle respecte pas la hiérarchie, elle est réseau. Alors, je trouve ça absolument gigantesque, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand t'es, alors ça c'est une vraie question à se poser. Hein. Aujourd'hui, quand t'es dans une entreprise, eh bien, les solutions ne viennent peut-être pas de ton entreprise. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ton entreprise vont trouver des problèmes, vont trouver des solutions grâce à leur réseau personnel qui n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, certains salariés exposent les problèmes au public et trouvent des solutions à l'extérieur par leur réseau. Les premiers que j'ai vu faire ça, c'était des informaticiens dans ma société. On avait des problèmes informatiques et ils trouvaient des solutions grâce à des salariés qui travaillaient dans des boîtes concurrentes. C'est quand même assez génial. C'est-à-dire qu'en fait, l'aplatissement des réseaux fait que l'entreprise n'est pas la limite, nos limites, quoi. Il n'y a plus de limite
on travaille en réseau. Alors, ça pose un problème sur ce que c'est qu'une entreprise, etc., de toute manière. Finalement, dans une entreprise, on n'a plus besoin de bureau, il faut des gens qui travaillent en transversal avec l'humanité. C'est ça que ça veut dire. On n'a plus besoin de bureau, il faut travailler avec des gens qui sont absolument transversales et qui trouvent des solutions peut-être ailleurs. C'est pas pour rien qu'on essaye de faire travailler aussi dans des coworks, pour rencontrer des gens, avec des startups, pour bouger les choses. On a besoin d'aplatissement des réseaux, on a besoin de connexions extérieures, donc c'est l'entreprise ouverte. L'entreprise sera ouverte demain beaucoup plus qu'elle n'est aujourd'hui. Alors quel conseil tu peux donner à des jeunes qui aujourd'hui veulent entreprendre différemment, travailler différemment pour repousser les limites, pour s'éclater? Moi, je peux pas leur donner d'autres conseils que de devenir leur propre boss. Comme ça, ils fixent leurs propres règles. Moi, mon père m'avait dit, je ne sois jamais patron, mon fils. Bon, c'est raté, j'ai été patron, quoi. Mais créez vos entreprises, entreprenez, réagissez, faites attention quand même, mais réagissez aux règles idiotes, réagissez aux pratiques idiotes, réagissez aux managers bêtes. Il faut faire un peu de résistance. Apprenez-leur. Donnez-leur mon bouquin. Gilbert, merci beaucoup. J'étais très content de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.